Bien, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui regardent sur le web. Donc, je vais vous parler du monde numérique en trois séances. Ça reprend en partie les cours que j'ai donnés au Collège de France en 2007-2008 et 2008-2009, mais ça va être quand même assez différent. Et donc aujourd'hui, on va parler des racines scientifiques du monde numérique et en fait de la naissance de la science informatique, qui est devenue une science complètement autonome. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et la fois prochaine, on verra pourquoi la science informatique est en train de révolutionner les autres sciences, pas seulement par la puissance de calcul, mais par les nouvelles possibilités de raisonnement et de modélisation qu'elle propose. Donc tout le monde voit bien que le monde est devenu numérique. Je pense qu'il n'y a plus de questions là-dessus. C'est devenu numérique dans toute la communication, dans tout l'audiovisuel, dans lequel ce qui n'est pas numérique a à peu près disparu, dans toute la cartographie, où c'est la même chose, dans les transports, tout le monde connaît le GPS, mais il y a beaucoup d'autres choses, comme on le verra, dans toute l'industrie, dans le commerce, on voit bien que le numérique est en train de rentrer partout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des raisons derrière tout ça. C'est pourquoi est-ce que c'est aussi puissant? Pourquoi est-ce qu'une technologie est rentrée aussi rapidement dans l'ensemble du monde, alors que ce n'est pas forcément vrai pour d'autres? Par exemple, la physique, qui a fait d'énormes progrès, ne va jamais à peu près à cette vitesse-là. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et donc, on vous expliquera la prochaine fois que les sciences sont complètement bouleversées. Toutes les sciences, même celles qui ne connaissaient pas les mathématiques quasiment, sont bouleversées par la modélisation et l'expérimentation numérique. On verra que c'est vrai aussi pour la médecine, qui est en train de subir une transformation majeure. Et l'enseignement, mais ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'informatique, il y a une technologie, tout le monde le sait, il y a des applications, tout le monde le sait. Mais ce que les gens savent moins, c'est que derrière tout ça, il y a une très grande science qui devient essentielle au plan mondial et qui a ses propres doctrines, ses propres façons de voir, ses propres objets d'étude. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Et je vais essayer de vous montrer à quoi elle ressemble. Alors, l'informatique, je la décris personnellement par quatre piliers. Je ne suis pas tout seul, bien sûr. Je la décris par quatre piliers. Alors, c'est par rapport, par exemple, à un humain. Ici, on appelle toujours Alice, en particulier en sécurité informatique, ça s'appelle toujours Alice. Et Bob pour l'autre. Et donc, Alice, comme ça, va fabriquer d'abord de l'information avec des interfaces qui peuvent être extrêmement variées. Ça peut être un clavier, ça peut être une souris, ça peut être les gestes maintenant, ça peut être éventuellement directement branché sur le cerveau. N'importe quoi va fabriquer de l'information numérique. Donc tout notre système social et personnel fabrique de l'information numérique. Et ça déjà, c'est une notion qu'il faut bien comprendre. Cette information va être ensuite traitée par des algorithmes. Algorithme, c'est quoi? C'est procédé de calcul automatique. Et ça, c'est la spécificité de l'informatique. L'informatique, on va le voir, est de nature assez mathématique, mais elle ne s'intéresse pas aux objets généraux, elle s'intéresse aux objets sur lesquels on peut calculer. C'est la science du calcul, mais pas du calcul à la main, bien sûr. Ces algorithmes vont être écrits dans des langages. Le troisième pilier, les langages de programmation, c'est souvent ce qu'on connaît le mieux en sciences informatiques, ou on croit connaître le mieux, parce que on apprend à programmer déjà en informatique. Sinon, quand on ne programme pas, on ne fait pas grand-chose. C'est comme si on ne serre pas des boulons, on ne fait pas de mécanique. La science informatique est une science hautement expérimentale. Donc les langages, et puis évidemment les machines, parce que ce sont elles qui font tourner tout ça. Aucun de ces éléments n'est véritablement centraux, hein. Et c'est des machines que ressort de l'information pour l'utilisateur, par exemple. Alors, aucun de ces éléments n'est centraux. Ils sont tous indispensables. Et l'informatique adore se mordre la queue, elle adore s'occuper d'elle-même, ce qui fait que, par exemple, et les machines, et les langages de programmation, etc., sont fabriqués par des algorithmes qui sont eux-mêmes codés par des langages et exécutés par des machines. Il y a très longtemps qu'on ne peut pas faire des machines sans se servir de machines pour les faire. On va voir ça, on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc c'est un système extrêmement bouclé, en fait, et ces quatre piliers sont très fondamentaux. Alors ici, j'ai mis une personne, mais il n'y a pas forcément de personne dans le système. Et la plus grande partie de l'informatique moderne, en fait, se passe avec des objets. Avant de dire ça, j'ai oublié, bien sûr, en informatique, quelque chose de très important, c'est le bug, qui essaye de casser tout ça. Et nous verrons la nature profonde du bug et comment les éviter. Nous verrons ça dans le troisième exposé. Mais je disais, en informatique, ce n'est pas forcément les personnes qui sont concernées, c'est de plus en plus les objets. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'ordinateurs dans les objets que d'ordinateurs pour les hommes. C'est-à-dire que
moins d'un ordinateur sur 10 est utilisé par un homme. Ils sont dans les voitures, ils sont dans les instruments de musique, dans les appareils photo, dans la plupart des choses qu'il y a autour de nous, dans les appareils ménagers, dans les vélos, partout. Donc ça, c'est aussi important parce que c'est arrivé ça dans les années 1990, ça se généralise, et ça veut dire que l'objet de l'informatique a changé. Au lieu de s'intéresser à l'interaction homme-machine, elle va s'intéresser à l'interaction objet-objet, objet-homme, objet-machine, etc. Ça va modifier les choses. Et une chose qui devient évidemment de plus en plus importante, c'est que les bugs sont encore plus importants dans votre voiture que dans votre PC. Bien sûr, quand votre PC se crache, ce qui arrive encore des fois, de moins en moins, eh bien, vous n'êtes pas très content. Mais si votre voiture crache, vous n'êtes vraiment pas du tout content. Et donc, c'est un problème sérieux. Alors, une chose qu'il faut comprendre très rapidement, c'est que l'informatique n'est pas une science naturelle. D'habitude, on dit il y a les sciences naturelles et les mathématiques. Ben non, il y a les sciences naturelles, les mathématiques et l'informatique. Et puis, il y a les sciences sociales aussi. L'informatique est en fait très différente, par exemple, de la biologie. En biologie, il faut étudier les animaux, les molécules, les cellules, etc. Pour faire quoi que ce soit, pour faire quelques progrès que ce soit, il faut les étudier pendant des années. On avance doucement, les phénomènes sont très très compliqués. Et après, mettons, un pharmacien va inventer un médicament qui va bloquer ou modifier tel schéma de réaction à l'intérieur de la cellule. Et puis on va tester ce médicament, tout ça va prendre 15 ans. Alors en informatique, on n'a pas du tout ce problème-là. Parce qu'on fabrique les machines, on fabrique les objets, on construit tout. Donc on n'a pas à étudier la nature. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça change totalement les temps. Le premier moteur de recherche a été développé en 2 mois et demi, AltaVista, dans les années 93-94. Et maintenant, le moteur de recherche est devenu un objet dont on ne comprend plus comment on faisait avant. Comment on faisait sans moteur de recherche. Donc ça a été extrêmement vite. On n'a pas du tout le temps de faire un médicament pendant ce temps-là. Ou à peine. Donc cette faculté de l'informatique de construire les choses va la rendre très différente au niveau vitesse et c'est ça qui fait que son impact est rapide. Surtout entre l'idée et la réalisation, il y a très peu de temps. Alors, on va étudier d'abord ces 4 composants principaux, puis après on discutera quelques grandes questions. Évidemment, en 1 heure, on ne fait pas le tour de la science informatique, hein. Alors là, premièrement, l'information. Donc là, c'est le plus important. C'est des choses que j'ai déjà montrées dans mes cours au Collège de France. L'informatique commence par la brisure de quelque chose, d'une association très fondamentale et quasiment millénaire ou plus entre une nature d'information et le support de cette information. Donc ça, c'est une chose totalement essentielle dans l'informatique qui n'est pas forcément bien connue. Un exemple, c'est le texte. Ça se met sur du papier avec de l'encre et ça se met dans des livres. Par contre, un son, c'est pas du tout pareil. Ça se met dans des disques, ça se mettait au XXe siècle, dans des disques avec un trou au milieu et une étiquette. Et la musique, qui peut aussi être écrite sur du papier, quand elle est jouée, eh bien, ça devient des sons et ces sons sont gravés sur un disque. Une photo, c'est quelque chose de complètement différent. Ça se fait avec des sels d'argent, avec de la technologie optique. Et des forces, c'est encore totalement différent. Ça se faisait avec des engrenages, des leviers, etc. Il faut bien comprendre que ces choses-là étaient tellement extraordinairement différentes que savoir quelque chose sur les livres ne disait rien sur la musique. C'était des professions et des technologies totalement séparées. Il fallait faire des études tout à fait différentes pour faire de la photo et de la musique. Ben ça, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce que l'informatique a entièrement transformé toutes ces informations et toutes les autres ensuite de nombres. On dit nombres et pas seulement 0, 1, parce que ce sont des nombres, on va faire des opérations dessus, les algorithmes font des additions, des soustractions, des multiplications, etc. Ce sont des nombres. Et ces nombres, on peut les stocker, on peut les manipuler de la même façon pour les textes, la musique, les forces ou la photo. Ça, c'est fondamental. Maintenant, être photographe ou être musicien, il faut faire les mêmes études de base. Après, évidemment, mais l'informatique musicale ou l'informatique photographique, c'est fondamentalement la même chose. C'est même les mêmes opérateurs mathématiques à l'intérieur. Pour les forces aussi, d'ailleurs. Quand on veut étudier les vibrations d'une pièce mécanique ou quand on veut faire de la musique, eh ben, on a les mêmes notions mathématiques et informatiques derrière. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? D'abord parce qu'on y gagne beaucoup, puisque ces choses-là sont devenues interchangeables. On peut les mettre sur les mêmes mémoires, on peut les faire circuler sur Internet, et puis on peut refabriquer les objets d'avant.
On peut réimprimer les livres. Tous les livres sont numériques maintenant, à peu près, sauf les livres d'art. On peut refaire des photos avec des imprimantes au lieu de les faire avec de l'argent. On peut regraver des disques, refaire des ressorts et tout ça, mais ça, c'est pas intéressant. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire, par exemple, des compacts disques, ou on peut faire des servomoteurs qui sont beaucoup plus efficaces que les compacts disques. Et puis on peut faire mieux que ça, on peut carrément enlever le support, bien sûr, et la musique maintenant n'a plus de support, comme chacun sait, et elle est dans le nuage, elle est quelque part sur Internet, et on l'écoute, et on ne sait pas très bien, elle s'en va, elle passe, elle s'en va. Donc c'est des changements majeurs, majeurs. Alors j'ai d'autres exposés qui expliquent l'influence sur la civilisation de ça, en particulier sur les enfants. La façon de voir des enfants devient très différente de la nôtre, mais on va parler de ça aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour numériser quelque chose? Une photo, c'est simple. Une photo, on sait que si on la regarde d'assez près, ça n'est jamais que des petits carrés. Hein. On voit sur les télés, on voit les points lumineux, par exemple. On l'a fait en noir et blanc ici. Eh bien, on va coder chaque petit carré par un nombre qui est l'intensité lumineuse. On met 0 quand c'est noir, 255 quand c'est blanc, et puis on fait une graduation de gris. Donc là, on a du foncé, c'est 27. Là, on a du médium, c'est 110. Puis là, c'est plus clair, 163, par exemple. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une photo? C'est 10 millions de nombres. Si c'est en couleur, c'est 30 millions de nombres, parce qu'il faut rouge, vert, bleu. Alors, une fois qu'on a compris ça, on se dit, c'est très bien. Donc, il suffit de savoir manipuler des millions de nombres. Alors, évidemment, avant, les ordinateurs, ce n'était pas une très bonne idée. Maintenant, c'est une très bonne idée. Pour le son, c'est pareil. Voilà un son sur une durée assez longue, quelques secondes. Et un son, on sait que c'est une vibration de l'air. Et ça se propage par une vibration de l'air. Et là, quand on la regarde, on ne voit rien. Alors, on zoome. Là, on a, mettons, un dixième de seconde ou quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'effectivement, cette vibration, on commence à pouvoir la lire. Et si on zoome encore plus, qu'on prend un millième de seconde, eh bien, ou pas tout à fait un millième de seconde, un 500e, là, eh bien, on voit la forme et on se dit on peut quantifier cette forme en tirant des barres verticales à une certaine fréquence régulière. Pour un compact 10, c'est 44 100 fois par seconde. Et ici, on va mesurer la hauteur de ces branches. Et donc, ici, on va être à 14 000, et ici, à moins 7 000, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que la musique? C'est simplement une gigantesque collection de nombres. Il en faut plus pour la musique que pour la photo, parce que notre œil est moins bon que notre oreille, moins fin. Alors, on peut faire ça pour tout, avec des appareils compliqués, et c'est une opération qui est délicate, bien entendu, mais je ne vais pas en parler davantage. Donc, on a vu l'information. Donc, l'information ramenée à des nombres, à des 0 et des 1, c'est un encodage comme un autre, hein. Et on va regarder maintenant ce que c'est qu'un algorithme. Donc l'algorithme, c'est calculer. Alors, d'où vient le nom? Eh bien, il vient de Al-Khwarizmi, un grand savant persan, dont voici la tombe en Ouzbékistan, que m'a donné mon ami Maurice Niva, la photographie. Et donc, vers l'année 800, ce qu'il a fait, c'est d'abord d'importer beaucoup de connaissances de l'Inde antique, qui connaissait parfaitement les nombres négatifs, les lois de calcul sur les nombres négatifs, etc., dès l'époque de Jésus-Christ ou à peu près. Et donc il a importé ça, il a aussi systématisé ça. Donc ce qu'on appelle les nombres, les chiffres arabes sont en fait des chiffres indiens qui ont été importés en grande partie par lui. Et puis il a écrit un autre livre qui s'appelle Al-Jabr, la réduction, dans lequel il y a une invention mathématique fondamentale qui est comment résoudre des équations en changeant les termes de membres et en les changeant de signe quand on les change de membres. C'est lui qui a inventé ça. Et donc Al-Khwarizmi a vraiment étudié les moyens de calculer. À l'époque, en mathématiques, calculer, ce n'était pas noble. Depuis Platon, tout ce qui avait à voir avec l'utilisation des mains était pas bien. Donc, il y avait les comptables et tout, mais ce n'était pas du tout des scientifiques à leur époque. Et ils ont fait beaucoup plus pour les mathématiques, d'ailleurs, que bien d'autres gens. Donc, ils s'inscrivaient plutôt dans ce style-là. Alors, les premiers algorithmes, et ceux qu'on enseigne à l'école encore, et je ne suis pas sûr qu'il faut forcément commencer comme ça maintenant, c'est des algorithmes qui imitent un mathématicien. C'est-à-dire, ils systématisent ce qu'on sait faire à la main. Donc ici, vous avez, par exemple, pour calculer les nombres premiers, le crypte d'Ératosthène, un nombre est premier s'il n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. Et ici, vous avez donc ce tableau. Vous faites tous les nombres, vous mettez en tableau tous les nombres à partir de 2. Et puis, vous allez prendre un algorithme très simple qu'on imagine faire avec un crayon. On va marquer 2, c'est le plus petit, c'est un nombre premier. Et on va barrer un par un tous ces multiples dans l'ordre. D'accord? Ensuite, on va les effacer. Donc, c'est complètement mécanique, c'est faisable par une machine. Ensuite, on prend le suivant qui est 3, on va barrer tous ces multiples dans l'ordre, et on va continuer avec 5 et 7, etc.
Et puis, au bout d'un moment, on n'aura plus rien à barrer. Et donc, ce qui restera comme encadré, c'est les nombres premiers. Donc, cet algorithme-là imite l'homme. Et c'est ce qu'on faisait au début. C'est l'algorithmique du XXe siècle. Elle était comme ça. Une machine faisait une chose à la fois. C'est ce qu'on appelle l'algorithmique séquentielle. Ça existe toujours, mais ça devient minoritaire. Pourquoi? Parce qu'on sait faire beaucoup mieux. Parce qu'avant, on fabriquait une machine, c'était super compliqué. Maintenant, on a des milliards de machines. Et même à l'intérieur de votre PC, vous avez maintenant 2, 4 ou 8 cœurs, comme on va voir tout à l'heure. Donc on passe d'une algorithmique très différente, qu'est l'algorithmique parallèle, qui est beaucoup moins comprise, qui est un objet de recherche fondamental. Mais je vais vous en montrer l'exemple le plus simple que je connais, qui est dû à Daniel Lemétayer et Jean-Pierre Banâtre, originellement, qu'on a ensuite systématisé dans un modèle qui s'appelle la machine chimique, avec Gérard Boudol, à Sofia. Et c'est le crypte de Darwin. Donc au lieu d'avoir un mathématicien qui fait le boulot, on va laisser faire la nature, et on va laisser faire la loi du plus fort, la loi de la sélection naturelle. Et voilà comment ça va se faire. On suppose que les nombres sont des poissons, dans notre cas, des poissons avec des dossards. Et on dit que quand un poisson avec le dossard P rencontre un poisson avec le dossard Kp, un multiple, eh bien, il le mange, il le fait disparaître. C'est une réaction chimique, si on veut. Et donc, voilà le boulot. 9 arrive bravement, et puis 3 arrive, et on devine évidemment ce qui va se passer. Mais dans un autre coin de la mer, complètement indépendamment, il y a une bagarre sauvage entre 7, 4 et 28. 28 va évidemment pas survivre. Il peut être attaqué par 4 ou 7 d'ailleurs, mais en fait pas vraiment, parce que dans ce cas-là, 4 va se faire attaquer par 2. Et tout ça se passe en même temps dans un grand bain. Et c'est très différent du crypte d'Ératosthène, c'est quelque part beaucoup plus malin. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre autant de copies que vous voulez de chaque poisson, vous pouvez mettre une infinité de poissons, vous n'avez pas besoin de travailler avec un nombre fini. La grosse différence, c'est que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas vraiment, on ne sait pas quand ça s'arrête, il faut être capable d'observer la mer d'un seul coup. Mais ce qu'on sait, c'est que par exemple, dans cet algorithme-là, du moment que les poissons sont capables de nager partout, avec une probabilité 1, tout nombre qui n'est pas premier meurt, au bout d'un moment. Donc ça, c'est des algorithmes beaucoup plus rigolos, quelque part, et beaucoup plus fins, parce qu'il n'y a pas de gras dans cet algorithme. Il n'y a rien d'autre que la causalité, au sens de la physique. L'informatique s'intéresse à la causalité. Et la seule causalité, c'est ça. Et tout le reste, c'est du détail. Bien. Alors, les algorithmes, je vous ai déjà montré qu'il y avait déjà deux sortes fondamentalement différentes, mais il y en a plus que ça. Et les algorithmes, il y en a à l'heure actuelle des milliers et des milliers. Et ils s'en fabriquent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui font par exemple du calcul scientifique, ça a commencé comme ça. Bon, mais calculer A plus B, c'est compliqué. Je vous montrerai tout à l'heure comment on calcule A plus B, c'est difficile. A multiplié par B, c'est vraiment sioux. A divisé par B, on n'a pas encore tout compris, c'est difficile. Et sinus, cosinus, etc., c'est des objets de recherche encore. Hein. Sur les matrices, les équations différentielles ordinaires, les équations différentielles, donc ça c'est tout le domaine partiel, c'est tout le domaine du calcul scientifique et des maths appliquées, qui sert particulièrement en simulation physique, et on le verra à vos travaux la prochaine fois. Et puis, si vous tournez dans le sens de l'aiguille d'une montre, vous avez tout ce qui est mots et textes, donc les grammaires, l'analyse des langues et des langages de programmation, la recherche, les moteurs de recherche, c'est là-dedans. Vous savez comment fait votre moteur de recherche préféré, qui a ingurgité à peu près 10 milliards de pages web, pour répondre à n'importe quelle question en 1/10 de seconde et classer les réponses? Hein, si vous y réfléchissez, vous allez passer votre vie, vous n'allez pas trouver. Hein. Ça, c'est de la science informatique absolument typique. Si ça vous intéresse, il y a un exposé dans mon premier cours au collège de François Bourdon qui parle de ça. Alors, les algorithmes d'image et de vidéo, analyse, synthèse, reconnaissance, texture, éclairage. Donc ça, on les voit évidemment dans les jeux, mais on les voit dans bien d'autres endroits. Je vais vous en montrer. Optimisation, par exemple, trouver son chemin sur le GPS. Comment le GPS calcule-t-il la route la plus rapide ou la plus courte ou n'importe quoi d'un point à un autre? C'est pas évident. Hein. Réfléchissez-y, ça vous prendra un petit bout de temps. Les emplois du temps dans les lycées, c'est compliqué. Dans les réseaux, Internet, c'est entièrement plein de gigantesques algorithmes super compliqués. Internet, ça marche avec des algorithmes de nature probabiliste, il y en a partout. Je vous en montrerai un ou deux sur le codage. Toute la géométrie est en train de devenir algorithmique, ce qu'on appelle la géométrie algorithmique, qui va permettre de calculer des intersections d'objets, de regarder l'effet par où, par exemple, si on met une source de lumière, qu'est-ce qu'on éclaire dans une image, ou des choses beaucoup plus astucieuses comme des maillages et des diagrammes de Voronoi. Je vous montrerai ça si j'ai le temps tout à l'heure.
La sécurité, qui joue un rôle extrêmement important, pour ceux que ça intéresse, la sécurité informatique. On entend parler partout de virus, d'attaques. Tout le cours de cette année au Collège de France, c'était sécurité informatique par Martine Abadi. Il est beaucoup en ligne. Il vient de se terminer aujourd'hui. L'apprentissage, une nouvelle sorte d'algorithme qui est né. D'abord, il y en a une sorte ancienne qui s'appelait l'intelligence artificielle, dans l'intelligence artificielle, et qui maintenant a fait beaucoup de progrès grâce à des techniques probabilistes entièrement nouvelles. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et dans les algorithmes, il y a quelque chose de très important, c'est la complexité, c'est le coût, si on veut. Combien ça coûte en temps, combien ça coûte en mémoire, combien ça coûte en énergie. Quelle énergie électrique faut-il dépenser? C'est un problème à l'heure actuelle majeur, j'y reviendrai. Mais il faut savoir que des sociétés comme Google ou Facebook sont d'énormes consommateurs d'électricité. Il y a peut-être 1 million d'ordinateurs pour faire ça. Donc 1 million d'ordinateurs à 50 watts par ordinateur, ça fait 50 mégawatts. Ce n'est pas le machin qu'on branche comme ça sur une prise. Alors, voici quelques algorithmes, très différents les uns des autres, pour vous donner une idée. En voilà un sur un problème qui est apparemment simple, le transport de l'information. Vous avez des 0,1, vous les envoyez dans un câble à des 0,1, ou dans un câble ou dans l'air, téléphone, satellite, n'importe quoi. Donc ça, c'est quelque chose de très fondamental. Et la théorie de l'information de Shannon, en 1948, est la première à avoir systématisé la notion d'information, de mesure de l'information, de quantification, de rapport signal-subruit, de rapport avec ça. Alors, l'idée, c'est que quand on va transmettre des 0 et des 1, des bits d'origine, là, par une ligne bruitée ou parasitée, ce qui va arriver à l'autre bout, c'est pas bon. Donc l'idée, ça va être de rajouter des choses de redondance, comme la clé de votre code RIB, mais ça, c'est pas malin, il faut être plus malin que ça, des choses qui sont calculées en fonction des autres, de manière à ce que quand on fait la transmission et qu'on va avoir des bits ici qui vont être changés, là, les 0 et les 1 qui sont changés, soit dans le message d'origine, soit dans le code de redondance, en étudiant ça, on puisse refabriquer le message d'origine. Donc ça, c'est totalement fondamental, c'est utilisé partout, dans les CD, dans les DVD, dans les téléphones, absolument partout. Shannon avait calculé exactement, bien avant l'ordinateur, 48, en fait, indépendamment de l'ordinateur, c'était dans le même labo qu'un des premiers ordinateurs, mais il ne se causait pas, avait calculé le nombre minimum de bits qu'il fallait rajouter en fonction du signal bruit de la ligne. Alors, pour arriver à reconstituer le vrai message au bout. Alors, en 1993, quand la TNT, la télévision numérique terrestre, a été introduite, eh bien, on avait inventé un code qui marchait bien. Il faut se rendre compte que la TNT, c'est un énorme ensemble d'algorithmes. C'est très, très compliqué, la télé numérique. Pour vous donner une idée que vous ne connaissez peut-être pas, votre poste de télévision peut faire, ça dépend de la marque, mais entre 1 et 4 000 milliards d'opérations par seconde. 1 et 4 000 milliards d'opérations par seconde. Il y a beaucoup plus d'opérations dans un poste de télévision que dans un ordinateur. Pour faire une image. Par exemple, améliorer la couleur de la peau, ça coûte un petit milliard d'opérations, un petit millier de milliards d'opérations par seconde, téraopérations. C'est comme ça. Alors, le code est évidemment très important. C'est celui qui permet de recevoir, même quand on est loin, que ça passe bien. Donc, en fait, ce qu'on avait, c'était, on imbriquait 2 codes différents. On avait montré que c'était mieux que d'en faire un et que c'était mieux que d'en faire 3. Donc, par exemple, ici, un code Reed-Solomon qui a certaines propriétés et un autre code qui a d'autres propriétés. Donc, il n'y a pas le même type de récupération d'erreurs, si on veut. Et ce qu'on faisait, c'est on passait le premier code. Ensuite, on passait une permutation aléatoire. On faisait changer les bits de façon aléatoire. On les changeait de position pour éviter tout couplage entre ces 2 codes. À ce moment-là, on passait dans la ligne, ça cassait pas mal de bits. On mettait le décodeur du premier code qui agissait sur la chose codée. Le décodeur du deuxième, pardon, qui agissait sur la chose codée par le premier. On décodait. On mettait la permutation dans l'autre sens pour remettre les bits en bon endroit. On décodait par les premiers codes. Donc on voit que le code Reed-Solomon va aider le code convolutif. Et ça marchait très bien. À l'époque, on pensait que c'était ce qui pouvait se faire de mieux. Mais ça n'atteignait pas les limites de Shannon. Et il y a eu une nouveauté absolument fondamentale qui a été apportée après. Pourquoi est-ce que ça n'atteignait pas les limites? Parce que les 2 codes coopèrent, mais dans un seul sens. C'est-à-dire que ce code-là aide ce code-là, mais pas l'inverse. D'où l'idée de faire que les 2 codes s'aident mutuellement. Et ça, c'est l'idée des turbocodes, un nom parfaitement justifié, de Claude Bérou et Alain Glavieux, donc en Bretagne, chez Télécom.
Et voilà l'idée. L'idée, c'est la même que les turbos dans une voiture. Un turbo, c'est quoi? Ça prend les gaz d'échappement et ça s'en sert pour comprimer l'admission. On va faire la même chose, en gros. On prend notre message, on va rajouter un code. On va le faire passer dans un code et on va rajouter un autre code, mais indépendant. On ne va pas les faire, on va pas passer le codeur 2 après le codeur 1, on les passe séparément. Il faut bien choisir les codes. Ensuite, on va transmettre ça dans la ligne qui va tout casser. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va évidemment décoder cette partie-là avec le décodeur 1, cette partie-là avec le décodeur 2. Donc on a deux décodages différents. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire céder l'un l'autre. On va faire le principe turbo, on va les réinjecter. C'est-à-dire on va envoyer le résultat du décodeur 1 dans le décodeur 2, avec la permutation qui va bien, et le résultat dans l'autre sens, et puis on va itérer ce phénomène. On va faire ça plusieurs fois. Et c'est vraiment comme les mots croisés. Quand vous faites des mots croisés, vous trouvez quelque chose sur une ligne, du coup, ça vous aide pour la colonne. Et puis, du coup, si vous trouvez la colonne, ça va vous réaider pour la ligne. C'est le même principe. Ça marche parfaitement. Et c'est compliqué hein, à l'intérieur. Et on atteint effectivement les limites de Shannon en pratique. Et là, bon, c'est des codes qui sont maintenant utilisés dans les satellites, dans vos téléphones, dans ADSL2, etc. Ça a totalement changé le domaine. Et c'était inattendu. Donc ça, c'est quoi? C'est des maths, du traitement du signal, de l'informatique maligne, etc. C'est de l'informatique, quoi. Alors voilà l'exemple, hein, réception au bout d'une itération. Si vous décodez bêtement, vous obtenez ça sur une image un peu bruitée. Vous faites 2 itérations, vous obtenez ça. Et vous faites 8 itérations, vous obtenez ça. C'est pas pareil. Alors ça demande plus de calcul, évidemment, localement, mais par contre, on profite beaucoup mieux, on utilise beaucoup mieux la ligne. Donc, un algorithme de traitement de l'information, véritablement. C'est-à-dire, là, j'avais un paquet de bits à passer, comme sur Internet. Je ne sais pas ce que c'est, je le passe comme ça. Internet transfère de la musique, de la vidéo, du son, il ne sait pas ce que c'est. Il transfère que des 0 et des 1. Voilà. Alors là, par contre, on va travailler sur des algorithmes plus spécifiques. Par exemple, on va faire de la photo. Alors, vos appareils photo numériques, c'est quoi? C'est un objectif, un capteur et une grosse quantité d'algorithmes. Et il y a plus de différences dans les algorithmes que dans les objectifs et dans les capteurs. Non, dans les capteurs, il y a quand même pas mal de différences. Mais à l'heure actuelle, les capteurs sont bons et on gagne plus sur les algorithmes que sur le reste. Donc voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, vous avez une photo prise au grand angle, en argentique par exemple. Et le grand angle, ben, ça c'est la physique, on n'y peut rien, ça distord, les lignes droites deviennent des courbes. C'est comme ça, on n'y peut trop rien. Et puis si vous n'avez pas de grand angle, vous n'avez juste pas la cathédrale, hein, parce qu'il n'y a pas de recul. Bon, mais avant, c'était tout, on était content. Et maintenant, c'est tout à fait différent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la photo, c'est ça. Et c'est ça qui sort de votre appareil. Pourquoi? Parce qu'on a, comme ces distorsions qu'il y avait avant sont parfaitement prévisibles, ces distorsions ici, là, elles sont connues grâce aux lois de l'optique. Puisqu'on les connaît, on sait les défaire. Donc, par un algorithme qui va faire l'inversion de la transformation qu'a faite l'optique, on récupère ça. Et c'est automatique. Hein. Et maintenant, c'est fait dans les appareils photo, ça. Et donc, c'est extrêmement différent. Et c'est un algorithme. Donc, ça veut dire l'essentiel d'un appareil photo ou d'une caméra vidéo. Il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées là, parce qu'il y a beaucoup d'autres algorithmes. Par exemple, vous avez que les contrastes ont été améliorés magiquement. Et ben ça, tout ça, c'est des algorithmes chevelus, hein, c'est compliqué. Hein, c'est des maths dures et de l'informatique dure, surtout si on veut que ce soit efficace. Mais c'est fait dans les appareils ou dans les PC maintenant. Alors voilà un algorithme visiblement plus étonnant. C'est vous avez un film avec des personnages et vous allez d'abord montrer des photos des personnages au système, à l'ordinateur. Vous allez lui montrer des photos de ces personnages. Et ensuite, il va donc apprendre ces visages. Plus il voit de photos, plus il apprend ces visages. Et puis ensuite, vous allez passer sur un film et vous allez suivre les personnages. Et vous allez les trouver. Vous voyez, quand ils apparaissent suffisamment nets, on va en voir par derrière qu'ils vont apparaître. Tchac, on arrive à capter ce personnage. Donc ça, c'est des choses que notre œil fait extrêmement bien. Et c'est des choses qu'on fait maintenant en algorithmique. Ça, c'est fait à Normal Sup et dans d'autres endroits dans le monde. Et ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est vraiment des algorithmes tout à fait complexes et tout à fait malins qui font des calculs très sophistiqués avec des maths assez jolies derrière et des technologies d'apprentissage. Ça s'améliore. Plus on l'utilise, plus ça s'améliore, si on veut. Et donc ça, c'est voilà, de l'algorithmique moderne. Ça ne ressemble pas du tout à calculer factoriel n. Hein.
Alors, il y a d'autres algorithmes dans d'autres situations. Par exemple, une voiture, ça c'est une voiture du XXe siècle, donc elle se reconnaît très facilement. Il y a 4 roues, un pare-choc, 2 phares, un volant. Et une voiture du XXIe siècle, c'est exactement la même chose. Il y a 4 roues, 2 phares, ça n'a pas changé du tout. Ce qui a changé, c'est dedans. Et dedans, vous allez avoir un nombre considérable de choses informatiques. C'est né d'abord dans l'aviation, qui est plus évoluée que l'automobile là-dessus. Pourquoi? Parce que les avions de chasse qu'on a construits dans les années 60-70 sont instables, c'est-à-dire aucun pilote humain ne peut les piloter. La seule façon de les piloter, c'est avec un ordinateur. Et par exemple, la première chose qui est dans une voiture, c'est un frein. Aucun humain qui n'est pas un pilote de course ne peut freiner une voiture correctement. Par contre, avec des ordinateurs, il y en a un par roue, on peut très bien freiner tout à fait correctement, de façon très maligne. Mais c'est des algorithmes qui sont parallèles, puisqu'il y a 4 roues, et que maintenant les roues commencent à se causer les unes aux autres, ce qui est beaucoup plus compliqué. Après, il y a les airbags. Les airbags, vous savez, c'est quelque chose qui sauve pas mal de vies. C'est très, très compliqué, il faut aller super vite. Donc c'est des mélanges encore de maths, d'automatique et d'informatique. Le GPS, comment ça marche? C'est assez simple à la base. Le satellite vous envoie un message avec marqué dedans l'heure ultra précise. Ultra précise, hein, à 14 décimales ou quelque chose comme ça. Vous recevez l'heure. Si vous avez une montre ultra précise aussi, ce qui n'est pas le cas, vous regardez l'heure et vous savez, comme vous connaissez la vitesse de la lumière, vous regardez le temps qu'a mis le message à vous arriver et vous en déduisez où est le satellite. Bon, mais vous n'avez pas dans un satellite GPS, il y a 4 horloges atomiques, vous n'avez pas 4 horloges atomiques dans la poche. Mais si vous prenez un certain nombre, 4 satellites, par exemple, vous arrivez, quand vous êtes en 4D avec 3D de l'espace et 1D du temps, vous arrivez à vous retrouver, mais il faut calculer vraiment beaucoup. Surtout qu'il faut faire en plus dans les satellites de la relativité générale, parce que la lumière est courbée par la Terre. Donc c'est vraiment des gros calculs, le GPS. Vous avez des choses comme, par exemple, le contrôle moteur. Si des voitures consomment moins, c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles sont conçues informatiquement par des systèmes de conception assistés par ordinateur. Et la deuxième, c'est qu'elles sont pilotées, elles sont contrôlées électroniquement. La boîte de vitesse, ce qui permet d'arrêter et de démarrer le moteur, ce sont des algorithmes tout à fait sophistiqués. Donc il y en a partout. Une voiture, c'est un grand tas d'algorithmes. Alors il va y en avoir d'autres, bien sûr, parce qu'il est tout à fait aberrant que des voitures se rentrent dedans au carrefour. On ne voit pas pourquoi on aurait besoin de conducteurs pour que les voitures ne se rentrent pas dedans. Donc, il y a des algorithmes maintenant au niveau des coordinations des villes, par exemple à Singapour ou à Sydney. Il y a des grands algorithmes qui vont coordonner, par exemple, les feux rouges en fonction des mesures de trafic, etc. Ce sont des algorithmes tout à fait difficiles. Donc, on voit que ce monde est extrêmement riche. Je pourrais passer, je ne sais pas, 50 heures, 100 heures à vous montrer des algorithmes, mais on va arrêter. Et par contre, il y a un changement nouveau. Le 21e siècle est vraiment un changement à grande échelle. Changement à grande échelle des machines, changement des algorithmes, passage au parallélisme, et puis surtout une bascule de l'algorithme vers les données. C'est-à-dire que maintenant, il y a énormément de choses qui sont l'exploitation de données qu'on ne savait pas exploiter. Par exemple, tout ce qu'il y a sur le web. Donc, qu'est-ce qui passe sur le web à l'heure actuelle? On n'est pas loin d'une mole de bits. La mole 6023, 10 puissance 23, c'est beaucoup. Eh bien, c'est à peu près bientôt le nombre de bits qui va passer sur le web. 10 puissance 22 maintenant, croissant de 50% par an, vous n'avez qu'à calculer. Si ce n'est pas tout de suite, c'est dans 2 ans. Ou dans 4 ans, n'importe. Et ces bits, ils viennent d'humains ou d'objets, c'est pas grave, et puis ils sont éventuellement stockés, on ne sait pas où maintenant, on ne sait plus où sont les données, mais c'est comme ça. Donc ils passent des quantités extraordinaires de données, de toutes sortes. Des mesures de satellites, des données de votre voiture, n'importe quoi, tout ça peut passer sur le web. Et c'est vraiment intéressant d'exploiter toutes ces données. Et là, il y a évidemment des choses fantastiques qui sont en train de se faire. Eh bien, les moteurs de recherche ont été les premiers, mais il y en a beaucoup d'autres maintenant. On peut faire, avec des algorithmes ultra rapides, on peut faire des grandes stats, des calculs aléatoires, de l'apprentissage, etc. Et puis, ces grandes données, il y a aussi un besoin d'algorithmique énorme pour faire d'autres choses qui sont la sécurité. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie que qui que ce soit d'autre que les personnes que vous voulez accèdent à vos données. Donc, il faut les protéger. Et ça, c'est de l'algorithmique maximalement difficile. Et en gros, tous les algorithmes qui ont été inventés à l'œil nu, je dirais, par des gens, ont été cassés par d'autres algorithmes qui servent à casser les algorithmes de sécurité, etc. Et puis sauvegarder ces données aussi, c'est des choses sur lesquelles, évidemment, on travaille beaucoup. Alors je vais vous en montrer des algorithmes très surprenants.
Celui-là est particulièrement éclairant et surprenant. C'est le calcul sur le bruit ambiant. Donc c'est quelque chose qui se fait énormément chez Google, chez Amazon, etc., qui étudie comment les gens cliquent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. C'est un peu limite hein, par moment sur des questions d'exploitation de données que vous n'avez pas envie de vous faire exploiter. Vous inquiétez pas, en ce moment vous êtes espionné de partout. Et voilà par exemple les mesures de la grippe. Donc mesurer les épidémies, c'est très important pour la médecine. En jaune, vous avez les mesures standards de la grippe qui sont faites par les médecins qui notent les cas de grippe et envoient ça à un centre qui rassemble les cas de grippe, etc., et qui fabrique ces statistiques. Donc c'est un gros boulot, c'est très important, c'est un gros boulot, et c'est un boulot qui est assez difficile à faire en fait. C'est long, ça veut dire qu'on n'a pas les résultats en temps réel. En bleu, vous avez quelque chose que fait Google qui est infiniment plus simple, qui est simplement de compter les questions que posent les gens sur la grippe. L'idée, c'est que quand il y a la grippe quelque part, les gens foncent sur Google pour savoir ce que c'est que la grippe, comment ils sont. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Et ça, pour Google, c'est super simple. Hein. Donc il exploite le bruit. Il regarde d'où vient le bruit et ça lui donne la courbe bleue qui est fondamentalement pas tellement différente, et surtout qui localise les pics de grippe. Et donc ça, vous imaginez bien qu'on peut extrapoler ça sur beaucoup d'autres sujets, du genre les sondages pour les élections et énormément d'autres choses, et qu'on est dans des endroits où il faut faire attention. Ça nous a dit autre chose, c'est que les algorithmes classiques fonctionnent sur la notion de structure de données, des données qu'on a préparées pour être, par exemple, bon, tout le monde connaît ça, les arbres, les graphes, des données qui ont été préparées pour être utilisées, et puis maintenant, non. On peut tirer plus des données inorganisées que des données organisées. Ça a été une grosse surprise. Alors, les algorithmes ont un coût, en temps, en mémoire, en énergie, je l'ai dit. Alors, il faut comprendre ce coût parce qu'il est vraiment important en informatique. En mathématiques, ce n'est pas intéressant. Enfin, ça peut être intéressant, mais pas forcément. Donc, supposons qu'on a des objets de taille n ou qu'on a un problème de taille n. On a n objets, on a un objet de taille n, n'importe quoi. On va se demander combien de temps, combien de mémoire, combien d'énergie. Alors, le premier cas très favorable, c'est le coût est linéaire ou logarithmique. Bon, si vous avez 1 milliard, le coût c'est 1 milliard. Un ordinateur fait 1 milliard d'opérations par seconde, donc c'est pas gênant. Linéaire, ça coûte rien, on peut dire ça, on fait des opérations linéaires comme on veut. Et on peut faire moins des fois. Par exemple, il est bien évident que Google, qui vous rassemble 10 milliards de pages, il ne va pas chercher dans les pages une par une pour répondre à votre question. Hein. C'est beaucoup plus malin que ça. Il met un temps qui n'est pas dépendant du nombre de pages. Donc ça, c'est sympathique. Après, on a des quasi-linéaires, par exemple n-log n, c'est beaucoup d'algorithmes en n-log n, par exemple trier des choses. Trier des choses, ça sert énormément, bien sûr. Et ça, c'est n-log n, donc si vous prenez 1 million, ça fait 1 million multiplié par 6. Parce que log de 1 million, c'est 6, enfin en décimale, mais ça ne change pas grand-chose, donc presque linéaire, donc on est super content. Après, vous avez quand même beaucoup d'algorithmes qui sont plus chers, qui sont ce qu'on appelle polynomiaux, n2, n3, n4. On reste content parce qu'on est quand même dans les zones où en mettant la puissance de calcul, on y arrive. La multiplication de matrices, hein, c'est n3 quand on l'a fait à l'école, quand on l'a fait à l'ordinateur, c'est n2,7 quelque chose. On sait faire mieux. Mais bon, il faut les faire et on sait qu'on peut les faire. Et puis après, vous avez quelque chose de beaucoup plus embêtant, c'est qu'il y a pas mal d'algorithmes sur lesquels on ne sait pas, où ils sont exponentiels. Et 2 puissance n, c'est pas pareil, parce que 1000 au carré, c'est pas cher, mais 2 puissance 1000, on atteint très vite la taille de l'univers avec les exponentiels. Donc là, on n'est véritablement pas content. Mais bon, c'est comme ça, il y en a qui sont comme ça. Hein. À l'heure actuelle, par exemple, dans les cas le pire, au moins, si vous prenez une formule booléenne, vrai, faux et ou non, si vous voulez savoir si elle est vraie ou fausse, ben c'est exponentiel. Les algorithmes dans le cas le pire. Et puis il y a pire, bien sûr, il y a les algorithmes qu'on connaît en décision logique qui sont 2 puissance n. Alors là, on n'est franchement pas content parce que 2 puissance 1000, ça fait mal. Et puis, il y a aussi des algorithmes qui sont ce qu'on appelle hyper exponentiels, 2 puissance n fois, ça se trouve assez joliment. Et puis on peut croître, jusqu'à eh bien, un résultat fondamental de 1936, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Qu'on aimerait bien faire, par exemple, savoir si un programme a des bugs. Mais ça, on ne peut pas. C'est comme ça, il n'y a pas d'algorithme pour faire ça. Savoir si un programme va s'arrêter quand on lui donne une donnée, un programme quelconque va s'arrêter quand on lui donne des données, on ne peut pas le savoir en temps fini, de façon absolue.
Donc on peut voir ça comme un résultat négatif, mais en fait c'est peut-être le résultat le plus positif de l'informatique, parce que c'est celui qui a lancé véritablement le sujet. Alan Turing, réhabilité seulement en 2009, a démontré ce théorème et a lancé la théorie de la complexité, si on veut. Bien. Alors en fait, il se passe autre chose. Voilà un des problèmes mathématiques à $1 million qui reste à résoudre. On a une classe d'algorithmes polynomiaux, on l'appelle P. Et il y a une classe au-dessus qu'on appelle NP, qui s'appelle non déterministes polynomiaux. Ça veut dire que si on vous donne la solution, vous savez la vérifier vite, mais vous ne savez pas la trouver vite. Alors NP, c'est une classe très intéressante parce qu'il y a des milliers d'algorithmes parfaitement intéressants dont on se sert tout le temps qui sont dans cette classe NP. Par exemple, l'emploi du temps. Par exemple, trouver le meilleur moyen de visiter toutes les villes sans repasser par la main, etc. Tout ça, c'est des algorithmes qui sont dans cette classe-là. On sait qu'NP, c'est plus cher que P, mais on ne sait pas de combien. Donc, question mathématique ouverte. Est-ce que c'est polynomial? Si oui, c'est super. Est-ce que c'est exponentiel? Sinon, on n'est pas déçu parce que c'est ça qu'on pense. Et c'est une question ouverte depuis très longtemps, depuis 1960, des années 70. Et c'est intéressant de voir les nouvelles façons de travailler avec l'informatique. L'été dernier, ont été publiées 2 preuves. Une que NP était égal à P et une que NP était différent de P. Les 2 preuves ont été mises par leurs auteurs, qui sont des gens très forts, sur le web. Elles ont été démontées toutes les deux par le web, par des mathématiciens qui ont dialogué. Maintenant, on fait du travail, de l'open source collaboratif en maths. Et donc, les 2 preuves ont été démontées, mais les 2 ont apparemment beaucoup fait avancer le sujet. Voilà. Et puis, il y a quelque chose de très important. C'est entre le polynomial et l'exponentiel, c'est-à-dire à la zone où on sait encore un peu faire, il y a ce qu'on appelle les heuristiques sur certains problèmes. Il y en a qui ont des heuristiques, il y en a qui n'en ont pas, qui sont des méthodes approchées, qui trouvent des solutions approchées assez vite. Ces solutions ne sont pas optimales, mais on est content. C'est comme ça qu'on fait les emplois du temps des lycées ou les horaires de la SNCF, c'est avec des heuristiques. C'est-à-dire des algorithmes approchés qui ne sont pas forcément exacts, mais qui donnent des bonnes solutions. Et puis des fois, il y a des algorithmes sur lesquels il n'existe pas d'heuristique, et ceux-là sont super en sécurité. Par exemple, justement, dans la sécurité, les algorithmes de cryptage sont souvent des algorithmes, par exemple, ils peuvent être des algorithmes sur lesquels il n'y a pas d'heuristique. S'il y a une heuristique pour casser les codes de votre carte bleue, c'est pas bien. Bien, alors là, on va passer au langage. Des langages de programmation, je vais en parler peu parce que c'est peut-être le sujet que tout le monde connaît. En tout cas, tout le monde a une opinion dessus. Tous les gens qui ont essayé de programmer ont une opinion. Ils pensent que BASIC, c'est mieux que Lisp, etc. Alors, les langages, c'est un paysage darwinien extraordinairement compliqué. Ça, c'est un tout petit bout. Si vous prenez rien que Lisp qui est là, qui est né en 1957, il a dû en avoir 540 variantes, quelque chose comme ça. Et donc, alors vous avez différentes races là-dedans. Vous avez les impératifs, les fonctionnels, les objets, les langages de script, etc. C'est compliqué, c'est comme les langages humains d'ailleurs, c'est très très compliqué. Il n'y a pas franchement de trucs qui débordent mieux que les autres. Alors là, j'ai mis des couleurs. J'ai mis noir pour les langages des technologues, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas préoccupés par la science. Par exemple, Fortran, qui est un langage qui est vraiment énormément plein de défauts, mais qui a eu l'avantage d'être le premier. Je n'ai pas mis COBOL, qui était le premier, c'est une erreur, il devrait être là. Et puis, qu'on a donné des qu'on dit semi-disparus, comme PL1. Et puis, il y a les langages des scientifiques. Donc, ça a commencé en 60 par Algol, un peu là, c'est un peu intermédiaire. Et puis, au Camel, par exemple, qui est plus récent, qui est un langage très très propre, qui a été fait à l'INRIA, mais sur des idées de ML qui venaient d'Édimbourg, sur des idées de ISWIM qui venaient d'Angleterre. Et puis il y a Prolog, qui est une bête spéciale, inventée en France par Alain Kolmeurer. Et puis il y a les langages qu'on fait nous pour le temps réel, pour les voitures et tout ça, qui sont entièrement différents. Donc ceux qui sont en rouge, c'est ceux qu'on a fait nous. Et puis en rectangle, il y a ceux qui sont très utilisés. Voilà, enfin bon, c'est un paysage super compliqué. C'est un tout petit bout, vous avez des gigantesques posters là-dedans. Donc, à quoi ça ressemble un langage? C'est très variable aussi. Donc, voilà un bout de code en C++. Donc, programmer, c'est une activité extrêmement intéressante pour ceux qui aiment. Lire les programmes, il faut quand même aimer. Voilà un tout petit bout de code. Imaginez qu'un programme, un vrai programme, celui dont il est tiré, là, ça fait à peu près 200 000 lignes de code. Donc, 200 000 lignes comme ça, c'est pas un roman. Alors, on met de la couleur pour rendre la chose un peu plus attrayante, mais ça, c'est quand même un langage de programmation, c'est quand même un objet dur. Qu'il faut manipuler bien. Programmer, c'est facile. Programmer bien, c'est vraiment extrêmement dur. Vraiment extrêmement dur. Et pas faire de bugs, alors là, c'est la taille au-dessus. Il n'y a rien de plus facile que de programmer faux.
Alors ça, c'est des langages que je dirais classiques. Vous en avez d'autres. Par exemple, voilà le langage qu'on a fait chez STRL Technologies. Ça s'appelle Skate 6. C'est pour les logiciels embarqués critiques, par exemple. C'est ça. C'est avec ce langage-là que sont pilotés les avions. Alors pareil, c'est pas une page, hein, c'est pas comme ça. Mais voilà, donc vous avez d'autres sortes d'objets. Vous avez des objets qui sont de ce qu'on appelle de l'automatique continue, du contrôle continu, et puis des automates hiérarchiques. Ça ressemble pas du tout. Ça va être traduit dans une forme textuelle. Et ça, pourquoi c'est comme ça? Parce que les ingénieurs qui font le pilotage des avions, ils aiment bien ces formalismes. Et que si vous essayez de le faire en C, en Java ou en n'importe quoi, vous n'avez aucune chance. Mais aucune. Parce que ça, c'est des langages parallèles, par exemple, etc. Bon, c'est pas très important, mais juste que pour montrer que ça sert quand même, il y a un certain nombre de millions de lignes de code de la 380 qui sont faits avec ce langage, qui est un langage défini totalement mathématiquement, c'est-à-dire que la documentation du langage, c'est un papier de maths, c'est pas un papier de sentiment. Voilà, alors, je ne veux pas trop parler de langage parce qu'on n'a pas le temps, je vais vous parler de circuits parce que ça, c'est moins connu, puis c'est vraiment un domaine que j'adore. Alors, les circuits électroniques, c'est quand même le moteur de l'informatique. Et ben voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc vous avez ici un bout de Pentium, là, un Pentium, pardon, c'est un Core 2 Duo, on voit qu'il est un peu symétrique là. Donc ça c'est un circuit des années 2009 par là. Donc c'est un circuit qui est relativement gros, il fait 580 millions de transistors, 480 millions, c'est pas grave, de l'ordre de 500 millions de transistors, ce qui était la taille standard d'un gros circuit de l'époque. Ça se met dans une petite boîte avec des papates là, qui servent à faire passer l'information dehors. On met du courant dedans et ça calcule un objet comme ça calcule à une certaine fréquence, c'est-à-dire ça va faire une opération. En fait, ça fait plein d'opérations en parallèle. Tous les transistors qui sont là-dedans marchent en parallèle. Ça va faire plein d'opérations en parallèle à un rythme de, mettons, 2,5 milliards d'opérations par seconde. Bien, alors, ces circuits, ils sont fabriqués d'abord par un procédé photographique. Donc c'est de la photo. Voilà les masques. Donc ça, c'est un objet qui a dessus quelques milliards de traits. Et pour faire un circuit, il va falloir, mettons, ça dépend, entre 10 et 25 masques comme ça. Chacun de ces masques doit coûter quelques centaines de milliers de dollars. L'objectif qui sert à imprimer ces masques sur 1 centimètre carré, le voilà par exemple. Donc un objectif comme ça coûte une petite dizaine de millions de dollars. C'est de l'industrie lourde. C'est plus lourd que l'aciérie comme industrie. C'est plus lourd que le pétrole. Une usine de circuit, ça vaut beaucoup plus cher qu'une raffinerie de pétrole. À l'heure actuelle, on est dans les 4 milliards, 8 milliards de dollars l'usine. Ça vous expliquera qu'on n'en fait plus en France ni en Europe. Ce qui est d'ailleurs un peu inquiétant. Alors on voit les fils, là, ça peut faire quelques, je sais pas, 20 nanomètres, hein. Donc c'est tout petit. Et puis on les met en couches comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis, ça c'est la représentation physique, c'est les électroniciens qui nous donnent ça. Mais nous, on ne travaille pas avec la représentation physique. On va par exemple, avant, on travaillait avec des dessins. Donc voici un additionneur dû à von Neumann, donc c'est ancien. Quand vous faites une addition de deux nombres en décimale, ben, le temps que vous mettez, ça dépend de la taille du nombre. Si c'est un nombre à 6 chiffres, vous mettez un temps 6. Si c'est un nombre à 12 chiffres, vous mettez un temps 12. Heureusement, dans les ordinateurs, on ne fait pas comme ça, parce qu'on travaille sur des nombres, mettons, à 512 chiffres binaires. Et donc, voilà un additionneur logarithmique, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour additionner 1000 nombres, c'est le logarithme de 1000, c'est pas 1000. Pourquoi? Parce que toutes ces portes logiques, ça c'est ou, ça c'est et, ça c'est un test, un if then else. Toutes ces portes logiques travaillent en même temps. Et en fait, il y a un seul chemin qui détermine la vitesse, c'est celui-là. L'électricité va partout à la fois. Et donc, le temps d'addition, c'est log n. Si vous voulez vraiment vous arracher la cervelle un petit moment, vous essayez de démontrer que la multiplication se fait à la même vitesse. Multiplier deux nombres, c'est aussi log n. Alors ça, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus malin. Bon. Alors, les circuits, en fait, après, on va les faire avec des langages de programmation. D'ailleurs, les dessins que je vous ai montrés tout à l'heure peuvent aussi faire des circuits. Alors, ce qui est important, c'est la loi de Moore. Donc, 1971, énoncée à peu près, en fait, c'était un peu avant, et maintenant, c'est toujours comme ça. Cette loi de Gordon Moore, un des fondateurs d'Intel, dit le nombre de transistors, non pas la puissance de calcul, comme on lit dans les journaux, il n'a jamais parlé de ça, le nombre de transistors double tous les 2 ans à surface égale. Donc, on est parti en 71 avec 2300 transistors, et on est en 2011 avec 2,3 milliards de transistors. Donc il y a juste un facteur 1 million qui s'est passé, ce n'est pas tout à fait anodin, et assez vite.
Alors cette loi, évidemment, depuis à peu près cette époque-là, à peu près tout le monde me dit, mais elle va forcément s'arrêter, on est aux limites de la physique. Eh ben non, 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 elle en a encore pour un bout de temps. Et c'est pas elle qui va nous arrêter, elle s'arrêtera forcément, on ne va pas descendre sous l'atome, enfin pour l'instant, on ne va pas descendre sous l'atome, mais sans changer de technologie, on peut encore aller assez loin. Intel vient d'annoncer un nouveau progrès dans les transistors qui est assez malin. Je pourrais vous raconter ça. Et voilà, donc tout le monde est par là en ce moment, et puis l'année prochaine, tout le monde sera là. Hein. Il n'y a pas de mystère. C'est comme ça, jusqu'à encore, on a encore un bon 7-8 ans. Et de toute façon, on va avoir d'autres problèmes avant. Alors évidemment, avant, un circuit, c'était juste un processeur, un Motorola 68000. Bon. Maintenant, c'est plus du tout ça, c'est ce qu'on appelle un système sur puce. Donc dans un coin, vous avez un processeur. Ça, c'est un téléphone, par exemple. Et puis, vous avez des tas de machins. Et puis, là-dedans, vous avez de la mémoire. Et puis, vous pouvez avoir des tas d'autres choses. Vous avez un USB, une caméra, un appareil photo. Tout ça, c'est dans un seul chip. Et ça, c'est important parce que le chip, le prix dépend que de la surface et du nombre qu'on en fait. Donc, quand on dit qu'on a gagné un facteur 1 million, c'est un prix décroissant. Hein, et ça va continuer encore un moment. Donc, c'est assez intéressant. Par contre, ça a d'énormes défauts. C'est que cet objet-là, il est fabriqué en une fois. Donc, vous faites un chip à 1 milliard de transistors, vous avez un transistor faux. Il faut jeter tous les chips, hein, ça ne se répare pas. Exemple, dans la dernière génération de processeurs Intel, qui s'appelle Sandy Bridge, il y a un transistor qui a été mal dimensionné. Et Intel, dès que le bug a été découvert, Intel a annoncé le coût de la chose, c'est 1 milliard de dollars. Donc ça vous explique pourquoi il y a de moins en moins de gens dans ce métier-là. Hein, c'est assez clair. Alors comment c'est conçu, les chips? C'est conçu par un énorme tas d'algorithmes et d'hommes. Alors au départ, on dit, voilà, on voudrait un chip qui a telle performance et qui fait ça. Par exemple, un Pentium qui au lieu d'avoir 4 cœurs comme maintenant, on a, je sais pas, 32. Hein, c'est ce qui va sortir. Vous allez avoir ça, vous n'aurez pas le temps de comprendre. Et ben voilà, l'architecte va définir. Donc l'architecte, c'est un grand cuisinier. C'est des gens très fameux, très recherchés, pas très nombreux. Donc il va concevoir le plan d'architecture. Donc c'est comme les bâtiments, les grands bâtiments, sauf que c'est beaucoup plus grand qu'un grand bâtiment encore. Et voilà, ils vont faire ça. Et puis ensuite, ils vont passer la main à des micro-architectes. Donc les micro-architectes, c'est les décorateurs d'intérieur. C'est ceux qui vont fabriquer, par exemple, le multiplieur flottant. Multiplieur flottant, ça occupe du monde, hein, c'est un objet compliqué. Ou le pipeline, ou n'importe quoi, tous les morceaux. Et donc lui va s'intéresser à découper l'architecture en rondelles, et chacune de ces rondelles étant hyper peaufinée. Donc là, on est encore un peu dans le manuel, encore qu'on fait des modélisations logicielles. Derrière, on va passer ça à des programmeurs qui vont utiliser des langages de haut niveau. Ça s'appelle pas C ou Java, ça s'appelle VHDL ou Verilog, par exemple, ou d'autres. Nous, on avait fait STRL pour faire ça. Et ils vont faire un design logique de haut niveau, c'est-à-dire ils vont définir non pas du tout les transistors, plus personne, on n'a même pas le droit de savoir ce que c'est qu'un transistor quand on fait un circuit. Et donc ils vont écrire des programmes, même des programmes C maintenant qu'on traduit directement en circuit. Et il va s'intéresser à est-ce que ça marche, est-ce que la vitesse est la bonne, est-ce que la surface est la bonne, est-ce que ça consomme pas trop de courant. Et donc ça se fait avec tout un tas d'outillages qui vont permettre de tester ces choses, éventuellement de les vérifier mathématiquement, parce que les bugs sont tellement chers que c'est bien de les vérifier mathématiquement. Ça, j'en parlerai dans deux conférences. Après, on change de monde. Là, on était chez les informaticiens, vraiment. Et puis maintenant, on arrive chez les plus près de l'électronique. Et là passent des algorithmes extraordinairement sophistiqués qui, à partir de ces programmes, vont fabriquer le circuit. Mais la vision avec les portes, là, hein, des portes et des câbles, il n'y a pas encore de transistor ni rien. Donc ça, ça vous coûte 100 000 $ par personne et par an. Hein. C'est des logiciels super compliqués. Et puis, on va faire de la vérification pour vérifier que ça et ça, c'est pareil. Après, on va injecter des méthodes de test, parce que quand on fabrique un circuit, il n'y a rien qui dit qu'il marche. Il suffit qu'il y ait un transistor cassé dedans à l'heure actuelle pour qu'il ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un appareil qui coûte très cher, on le met dessus, et on va le faire marcher le circuit dans un mode spécial qui est de tester tous les transistors un par un. Alors, on ne teste pas 1 milliard de transistors un par un, c'est beaucoup plus malin. Et en gros, ça va dire il est bon ou il va au panier. Alors maintenant, une des raisons pour faire des circuits à plusieurs cœurs, c'est-à-dire que dans votre Pentium, vous en faites plein, c'est que maintenant, on dit, il y en a 3 sur 4 qui sont bons, on vous vend ça comme un 3 processeurs.
D'accord? C'est pour ça que vous avez maintenant sur le marché des 5 processeurs, des 7 processeurs. C'est juste, c'était un 8 processeurs qu'on a un qui a foiré. C'est comme ça les circuits maintenant. Et c'est un moyen de récupérer, d'utiliser mieux le silicium. Ensuite, on va faire une opération qui est de calculer où on va mettre chacun des transistors, placement, routage. Des algorithmes qui peuvent prendre un mois de calcul sur un énorme tas de machines. C'est des algorithmes monstrueusement chers. Ça va vous fabriquer la description du circuit, qui est une description informatique, qui va prendre plusieurs téraoctets. D'accord? Vous allez dans votre magasin préféré acheter un disque d'un téraoctet. Eh ben, il en faut plusieurs pour décrire un seul circuit. Et ça veut dire qu'on a vraiment du mal à les transmettre par Internet même maintenant. Le mieux, c'est de les mettre dans un avion, dans le disque, tellement c'est gros. Et puis, on va fabriquer les masques, et puis on va fabriquer le chip, on va le tester, et puis s'il marche, on va le garder, s'il ne marche pas, on va le jeter. Et au début, par exemple, des gros circuits, on peut en jeter 90% ou plus. Hein. Tout ça, c'est une collection phénoménale d'algorithmes qui ont été développés par une industrie qui fait que ça, qui s'appelle la conception assistée par ordinateur de circuit. Ce sont des sociétés essentiellement américaines, à peu près toutes les françaises ont été rachetées par les américaines. Bon, mais c'est un travail tout à fait extraordinaire qui fait qu'on ne pense pas, mais concevoir un Pentium à l'heure actuelle, c'est au minimum de la complexité de concevoir un avion de ligne. Ça ne se voit pas quand on va l'acheter. Alors, le futur des circuits, ben, on va être embêté. Pourquoi? Parce que la diminution de taille va continuer. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Les transistors sont de moins en moins fiables, et puis il y a des fuites électriques et tout. Et puis maintenant, on considère que quand on fait un circuit, on a un budget de transistors illimité. Donc on se dit, avant, c'était le problème de faire des circuits, c'était assez simple. Quel algorithme puis-je employer pour faire tenir ce que je veux faire au chausse-pied dans aussi peu de transistors que ce que j'ai? Maintenant, c'est j'ai un budget infini de transistors, comment je vais arriver à m'en servir? Inversion totale. Donc ce qui limite, c'est les hommes. C'est vraiment les hommes et les algorithmes. Donc on fabrique des multicœurs. Donc vous allez avoir bientôt des machines avec 1000 processeurs dedans. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment s'en servir. Donc à l'heure actuelle, le problème numéro un des grands problèmes de l'informatique, c'est comment on va réussir à se servir de ces fichues machines qu'on nous fabrique. Parce que le seul truc, c'est qu'on saura les fabriquer. Donc comment compiler les programmes en particulier? Alors il y a d'autres problèmes. La chaleur. Je vous ai parlé de la chaleur. Et donc maintenant, l'informatique devient tout à fait rigolote. Du genre, vous avez un circuit, bon, quand vous calculez, ça chauffe. Hein, ça, c'est des lois de la physique. À chaque fois que vous changez 0,1, ça chauffe. Et même quand vous ne faites rien, ça chauffe. Et vous avez, mettons, vous avez un réseau de machines comme ça, dans votre chip. Vous avez, mettons, 16 Pentium ou n'importe quoi, 16 PowerPC, 16 ARM. Et puis vous lancez un calcul là. Mais ce calcul va calculer là, puis au bout d'un moment, ça va faire chauffer ce point-là. Mais ce point-là va devenir trop chaud. Donc il y a deux méthodes. La première, c'est de baisser le voltage, de ralentir le circuit pour qu'il refroidisse. Et la deuxième méthode, c'est de prendre ce calcul-là puis de l'envoyer ailleurs. Donc maintenant, c'est complètement différent d'avant. Vous allez voir des calculs se balader à l'intérieur de vos processeurs. Ça veut dire que tout va devenir glorieusement imprévisible. Et que pour l'instant, c'est vraiment des sujets de recherche, mais on est condamné à y passer. Donc on essaye d'endormir les bouts qui servent à rien, etc. Mais enfin, c'est pour ça que vos téléphones qui avant duraient 15 jours, maintenant, au bout de 2 jours, ils sont craqués parce qu'aller consulter Internet, ça coûte cher. Et un grand problème numéro 2, et celui-là, il est vraiment intéressant, c'est que, et celui-là, il fait marcher beaucoup la science informatique. Il a fait beaucoup de progrès dans la science informatique. C'est que c'est extraordinairement cher à concevoir. Par exemple, pour faire un circuit moderne, il faut 1000 personnes. Pendant 2 ans, il faut 1000 personnes pour faire un processeur, par exemple, pour faire la vérification et tout ça. Puis si jamais il y a un bug à la sortie, ça vous coûte horriblement cher. Donc c'est extrêmement pénible. Et puis les usines coûtent extrêmement cher. Donc ce n'est pas... Ce qui va arrêter les circuits, c'est probablement, avant la physique, c'est probablement l'humain et l'économique. Mais bon, on s'amuse quand même, et puis il y a encore de quoi faire. Donc la question qui est assez rigolote, c'est dans l'informatique moderne, est-ce que nous aurons la science pour exploiter les machines? Avant, c'est est-ce que nous avions la machine pour exploiter la science? Donc on est devant une ère nouvelle, et grand bonheur pour les petits jeunes qui vont pouvoir oublier tout ce qu'ont fait les vieux et passer à une ère nouvelle scientifique. Alors quelques grandes questions pour terminer.
Je ne vais pas en prendre beaucoup parce qu'il y en a beaucoup d'autres, puis je suis sûr que vous m'en poserez. La première, c'est la sûreté. La sûreté, c'est que les programmes n'aient pas de bugs. Donc ça, on va en parler beaucoup au dernier exposé. Mais il faut comprendre que les bugs anodins deviennent centraux. Ça veut dire que un transistor mal placé casse complètement un circuit. Ça veut dire qu'Ariane 5 a explosé à son premier lancement à cause d'un bug complètement anodin dans un endroit qui ne servait à rien en plus. Ça prouve que vous voyez que, par exemple, trois des 4 derniers satellites sur Mars ont eu des énormes problèmes informatiques, dont un qui est mort d'informatique. Il y en a un autre qui est mort d'humain, parce qu'ils ont envoyé la dernière correction, c'est un bug humain. Ils ont envoyé la dernière correction de trajectoire en pied et pouce au lieu de mètre. Bon, j'en reparlerai de ça. L'utilisateur ne peut rien. Ça, c'est un vrai problème. En mécanique, moi, quand j'avais une 4L, bon, je faisais jamais Paris-Nice sans tomber en panne. Enfin, j'ai jamais eu de 4L, mais une 403 maintenant. Je faisais pas Paris-Nice sans tomber en panne. Mais t'es pas jeune, hein. Mais c'était pas grave. J'avais mon machin à réparer les vis platinées. Je donnais des coups là, il fallait que ça. Mais avec des voitures informatisées, de temps en temps, vous avez votre voiture en rade et puis vous appelez le garage et puis voilà. Et elle vous dit par exemple, là j'ai un voisin qui a eu ça là, il a une voiture toute neuve, plutôt modèle bien. Et il a tourné sa clé, ça lui a dit, la température du moteur, elle était arrêtée, hein. La température du moteur était au maxi, elle a dit arrêt immédiat du moteur. Bon, elle n'avait pas encore démarré. Et donc, dans ce cas-là, il téléphone au garage, qui amène une dépanneuse, qui la met sur la dépanneuse. Et puis, ils vont arriver au garage et ils vont regarder. Et comme c'est de l'informatique, ils ne vont pas trop savoir quoi faire. Donc, ça pose des problèmes assez sérieux, ça. Et c'est un sujet dur. Donc, il y a des méthodes maintenant qui sont des méthodes mathématiques et informatiques, des méthodes algorithmiques pour tester les bugs. La sécurité, bon, évidemment, c'est extrêmement important. On le voit de plus en plus. Vous avez vu que Sony n'arrive pas à redémarrer son réseau de stations de jeux, je vais vous montrer des bugs merveilleux dans 2 fois, des bugs extraordinaires. Mais là, Sony, ça fait quoi? Ça fait 15 jours ou plus qu'ils sont en train d'essayer de redémarrer leur réseau qui a été attaqué par des gens qui ont piqué 25 millions de données personnelles. Et qu'ils n'ont aucune idée de comment y arriver, hein, je pense. Hein. Donc c'est vraiment sérieux. Et puis, il y a l'Estonie qui a été attaquée. Et puis, il y a des vols de cartes bleues, il y en a tout le temps. Mais ça ne vole pas plus qu'avec les machines mécaniques. Hein. Donc c'est un vrai gros sujet. Et par exemple, le vote électronique, aux États-Unis, ils ont un système de vote électronique avec des machines électroniques. Ces machines ne valent rien du tout. Elles ont été cassées vraiment sans aucun problème. La première fois, et c'est très facile de casser les algorithmes de vote électronique. Il y avait un exposé qui sera sur le web aujourd'hui de Véronique Cortier, qui est une grande spécialiste de ça, qui va vous expliquer comment on peut faire des votes électroniques malins. Et vous allez voir que c'est vraiment extrêmement joli. Ce n'est pas des idées qu'on a en se levant. Hein. Mais on peut le faire. Pas avec des machines. L'aide aux utilisateurs est pratique, mais vous savez, quand on vous dit, vous voulez que je stocke votre mot de passe, là vous avez plein de mots de passe stockés dans votre machine. Mais si vous stockez des mots de passe dans votre téléphone, il y a des tas de grandes chances qu'il y ait plein de gens qui sachent les lire. Hein. C'est comme ça. Ça arrive sur les téléphones, mais toutes les marques. Hein. Il n'y a pas de problème. Et puis, quelque chose de très important qu'on verra, c'est que les micro-bugs dans ces ordinateurs sont des points d'entrée absolus pour les pirates qui peuvent prendre la main sur vos machines. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du spam, là, tous les courriers que vous recevez. Le spam peut très bien être envoyé par moi-même ou par vous. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le contrôle de votre ordinateur sans que vous sachiez quoi que ce soit et qui s'en servent pour envoyer des spams ailleurs. Et par exemple, il y a les attaques contre l'Estonie, ils ont mobilisé des millions de machines simultanément pour noyer l'Estonie sous un flot de messages. Et c'était des ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, si vous voulez savoir ça, vous regardez les cours du collège. Alors, une question encore plus amusante et que moi je trouve très fondamentale, c'est la question de qu'est-ce que c'est que l'information. Alors autrefois, on avait une idée assez précise. Un compte en banque, c'est des chiffres. C'est clair. Un texte, un bouquin, c'est des lettres. On ne s'amuse pas à changer les lettres. Et puis maintenant, c'est différent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'on transmet? C'est plus, on transmet aussi des comptes en banque et des bouquins. Mais on transmet par exemple des vidéos, de la musique. Alors là, c'est quoi la musique? Ouh, ça c'est très compliqué. C'est quoi la vidéo? Voilà, quand vous transmettez votre compte en banque,
Internet va recevoir des paquets qui contiennent des petits bouts d'informations et Internet perd des paquets. Il en perd beaucoup. C'est pour ça qu'il marche. Ça, c'est un autre sujet. Il perd des paquets. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? À l'autre bout, vous avez un protocole dans votre machine qui s'appelle TCP/IP, qui est utilisé partout. La base d'Internet qui dit il me manque un paquet, envoie-le-moi. Puis ce paquet peut se perdre aussi. Donc, bon, vous avez tout un mécanisme pour faire ça. Donc, vous allez demander les paquets. Vous regardez un film. Vous perdez une image. Vous allez arrêter votre film pour récupérer l'image? Pas question. De toute façon, perdre une image, on s'en fout dans un film, mais complètement. Vous n'en apercevrez même pas que vous avez perdu l'image. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est moduler la transmission du film à votre canal. C'est-à-dire ce qu'on appelle un codage source canal. Ça veut dire que l'émetteur devrait mesurer la qualité, ou vous devrez mesurer la qualité de la transmission du film pour que vous soyez content. Alors, est-ce qu'on sait ce que c'est que d'être content en regardant un film? Ça, c'est pas clair. Hein. On peut faire une théorie de l'information comme ça, mais par exemple, il est évident que des choses comme Skype font ça. Hein. Ils vont adapter la qualité de la transmission à ce qui peut mesurer de votre ligne. Mais mesurer Internet, c'est très compliqué. Alors, Internet, je disais que ce n'est pas une science naturelle, l'informatique, sauf pour Internet. Internet est un objet d'observation. On se penche dessus pour regarder comment il marche. On l'a fabriqué, mais on en a fabriqué les cellules, mais pas le fonctionnement. Le fonctionnement, on le regarde, on l'observe, on l'analyse. C'est un grand morceau de science avec plein de probas, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que la fonction de satisfaction? On ne sait pas. Quand vous tapez une question sur un moteur de recherche, des fois vous êtes content, des fois vous n'êtes pas content. Vous savez dire pourquoi? Non. On ne sait pas bien dire pourquoi. Pourtant, c'est mieux d'être content que pas content. Donc, on a toute une informatique de l'inexact qui est en train de se créer en grand et qui est un sujet tout à fait extraordinaire. Donc, il n'est pas forcément bon d'être exact. Alors, ceux que ça intéresse, il y a un très bel exposé de Chris Bishop, qui est un chercheur de Microsoft et un grand pédagogue, qui est disponible, je vais vous dire où tout à l'heure, qui s'appelle Dealing with Uncertainty, un exposé en anglais. Et puis, on peut faire de l'apprentissage, c'est-à-dire avoir de plus en plus des algorithmes qui apprennent à partir de l'expérience, qui essayent des choses et puis qui regardent si ça marche ou pas et qui vont en essayer d'autres, finalement, comme font les gamins. Bon, pas comme font les gamins. Les gamins, c'est beaucoup plus malin que l'informatique. Donc, l'idée, c'est, on voit que les enfants ou nous-mêmes apprenons par l'usage. Donc, au lieu d'un algorithme classique, c'est tout précablé. Au lieu de faire ça, d'avoir des algorithmes qui apprennent en fonction de ce qu'ils font et des résultats de ce qu'ils font. Alors, il ne faut pas se leurrer, ça fait des grands articles dans les journaux de sciences, de vulgarisation, qui aiment bien faire des grands articles avec beaucoup de... Mais ce n'est pas fait, hein, c'est pas fait. Il y a des choses qui se font, mais ce n'est pas encore fini, loin de là. Un autre problème, une grande question, c'est l'enseignement. Ça, je m'en occupe beaucoup, personnellement, avec d'autres. L'enseignement, absent. Aux abonnés absents, il n'y a aucun enseignement d'informatique. À l'heure actuelle, dans l'enseignement secondaire ou primaire, zéro. Il n'y en a pas tellement dans les grandes écoles. Enfin, il y en a où il y en a, mais d'autres où il n'y en a pas. En France, d'abord, c'est pas né en France, l'informatique. Donc en France, on se méfie de ce qui n'est pas né en France, de façon générale. Mais c'est embêtant. Pourquoi? Parce que le numérique est le monde des enfants. J'ai une autre conférence que je vous donnerai qui est pourquoi l'informatique change fondamentalement des façons de penser élémentaires chez les enfants qui ne pensent pas du tout comme on pensait quand on avait leur âge. Mais les enfants ne savent pas du tout ce que c'est. Il y a une confusion qui traîne encore, que l'informatique, c'est apprendre à se servir de Word et d'Excel. Eh bien non, c'est à peu près pareil que dire que la physique, c'est apprendre à conduire une voiture. C'est pas ça. Or, c'est évidemment passionnant, et en plus c'est concret, quoi. On fait des expériences, et des vraies expériences, on fabrique des choses et tout ça. Donc l'état actuel, pour l'instant, il n'y a pas de discipline, ça c'est clair. Je reviens de Tunisie, j'ai rencontré des inspecteurs d'informatique au lycée. Hein. En France, il n'y a pas. Ça se discute, mais bon, il y a des expérimentations. On a fait beaucoup d'expérimentations dans pas mal d'académies. Il y a beaucoup d'implications d'enseignants, je suis trompé, d'enseignants chercheurs et de chercheurs. Et puis, il y a un enseignement de spécialité qui va se mettre en place l'année prochaine en terminale dans une bonne quantité de lycées. Et on va faire rentrer l'informatique. Il y aura un bouquin de formation de profs pour ceux qui va sortir bientôt. Pour ceux que ça intéresse, c'est un bouquin à lire si vous voulez comprendre la science informatique et ses relations avec le monde. Et puis, il y a quand même de plus en plus d'actions de diffusion. Donc, merci Universcience. Et bonjour les internautes encore.
Et voilà, conclusion rapide, hein. L'informatique, c'est une science en pleine expansion, qui a vraiment ses façons de voir. Tout ce que je vous ai montré sur l'algorithmique, sur les langages et tout, ça n'existe pas ailleurs. Ça a des racines ailleurs, mais ça n'existe pas ailleurs. C'est pas la même, avec des rapports étroits avec la technologie, qui évidemment a nourri beaucoup, de même que la technologie a nourri les maths. Il ne faut pas croire qu'au Moyen-Âge, c'est les marchands qui faisaient les maths. Hein. C'est les marchands et les navigateurs, ce n'étaient pas les mathématiciens. Les mathématiciens, ils faisaient du latin, c'est différent. Elle pose des questions nouvelles et fascinantes. Donc, comment traiter toutes ces informations exactes ou inexactes? C'est vraiment le début, on est au tout début. On est dans le même état que la physique en 1915, je pense. Mais elle reste globalement mal reconnue. À la fois dans le monde industriel classique, qui ne sait pas trop ce que c'est. Vous regardez pas mal de sites de moyens de transport que vous utilisez, vous dites que on est resté quand même un petit peu au Minitel, des fois. Le politique ne connaît pas. Le monde scientifique global a beaucoup de mal avec ça. La France est un pays assez conservateur de ce point de vue-là. L'enseignement, on en a parlé. Et une question que je pose toujours, c'est est-ce que nous voulons à l'avenir être des consommateurs de ce qui se fait ailleurs ou des créateurs du futur? Mais si on veut être du côté des créateurs, moi je préfère personnellement, hein, eh ben, il faut apprendre cette science, quoi. Il n'y a pas de mystère. La recherche et développement en informatique, c'est 30% de la recherche et développement, tous sujets confondus. Allez, 29. Tous sujets confondus à travers le monde. Et si vous allez à Tsinghua, le département d'informatique en Chine, le département d'informatique, c'est vraiment un des plus gros. Quelques références. Cours au Collège de France, donc vous le trouvez en livre, vous le trouvez en vidéo. Celui-là vous expliquera plein de pans de la science numérique. Des réseaux, des algorithmes, de l'embarqué, de la preuve de programme, avec des tas de séminaires. Celui-là est nettement plus spécialisé, il vous expliquera la modélisation du calcul, j'en parlerai dans deux leçons, un séminaire. Ça, c'est en anglais, des reprises de quelques-uns de ces cours, mais différentes, et il y a surtout des séminaires différents. Vous y verrez par exemple Luca Cardelli, qui est un chercheur fantastique, qui montre comment on peut calculer avec des brins d'ADN. Comment on peut faire tous les calculs dont je vous ai parlé avec des brins d'ADN, c'est totalement extraordinaire. Et vous y verrez l'exposé dont je vous ai parlé de Chris Bishop, Dealing with Uncertainty. Ça, c'est une autre conférence sur les inversions mentales de l'informatique. C'est pourquoi les enfants pensent très différemment des adultes. D'autres références à un livre absolument merveilleux en anglais qui s'appelle Algorithmic, The Spirit of Computing, de David Harel, qui est un grand, et Ishal Feldman, que je ne connais pas personnellement. Ce livre-là est vraiment c'est un livre absolument abordable. Il a été fait à partir d'un cours donné à la radio. Le cours d'algorithmique donné à la radio, c'est pas si être plus simple. Hein. Celui-là est très intéressant. Les métamorphoses du calcul, une étonnante histoire des mathématiques. Grand prix de philosophie de l'Académie française, ce qui n'est pas si rare, pas si fréquent pour un bouquin de maths, plus ou moins, qui montre qu'en fait, les mathématiques sont nées de l'algorithmique. L'algorithmique existait bien avant. Et par exemple, le théorème de Pythagore, c'est la justification par Pythagore d'un algorithme que les gens pratiquaient. Hein, ils ne savaient pas que ça marchait, mais ils le faisaient. En informatique, il y a beaucoup de choses comme ça. La science a souvent cherché à expliquer des choses que les gens faisaient sans avoir besoin de comprendre pourquoi ça marchait. Le cours sur la sécurité informatique dont je viens de parler ici, qui est très intéressant. Et tous les ans, il y aura un nouveau cours dans cette chaire qui est en collaboration entre l'INRIA et le Collège de France. Voilà. Merci. Merci Gérard Berry pour cet exposé très enlevé qui rend vivant les sciences de l'informatique. Eh bien maintenant, pour les questions, je suis à votre disposition avec le micro. Oui, alors ces dimensions, c'est un peu étonnant, mais alors, ce que je ne comprends pas, d'ailleurs, ce n'est pas spécifiquement informatique. Déjà, c'est des mesures qu'on trouve comme, par exemple, en chimie, par exemple, quand on prend une démonstration d'un objet qui distille un liquide, par exemple, enfin, dans tout un alambic, etc., et où il y a des instruments de mesure, comme on dit, de métrologie. Quand vous dites, par exemple, on mesure qu'il passe 10 millions ou 1 milliard de bits à la seconde, c'est la même chose, par exemple, quand on mesure aussi des ultra-gouttes, etc., dans des liquides, comme des appareils à mesure médicale, etc. Mais comment, puisque l'appareil qui mesure ça, qui capte ça, pour capter, lui, même s'il a une aiguille grande comme une aiguille de seringue,
puisqu'on la met en main avec des boutons, etc., elle est, même si elle est très très fine, l'aiguille, elle est déjà à dimension visuelle. Donc, comment un instrument à dimension visuelle peut bien être capteur de ce qui est en une seconde un million ou milliard. Il ne peut pas les capter, il ne peut pas les toucher, c'est pas possible. Évidemment que c'est qu'il les touche, puisqu'il les transmet. Le dispositif, vous avez des 0 et des 1 qui passent sur une fibre optique. D'accord? C'est des modulations de fréquence, hein, bon, ou d'amplitude, enfin c'est tout un tas de technologies. À l'autre bout, vous avez un ordinateur. C'est-à-dire les nœuds d'Internet sont des ordinateurs qui vont décoder ça, qui vont les transformer en 0 et 1, et qui vont en interne les manipuler. Donc ils peuvent très bien les compter, ils les ont un par un. On les connaît une par une, toutes ces choses. La différence avec la chimie, c'est que par exemple les molécules dans un liquide, c'est un peu toutes les mêmes. Alors que ce qui passe sur Internet, ça n'a rien à voir. Il y a un morceau de musique, il y a un morceau d'image, chacune a une signification différente. Mais l'objet qui va les compter, il va faire essentiellement, il va utiliser des probas. Il va faire des statistiques, il va faire des échantillonnages. Par exemple, Cisco, qui est le roi des routeurs, fabrique des routeurs dans lesquels il y a des communications qui arrivent en gigabits par seconde, et chacun de ces bits va être traité individuellement. Oui, mais alors le gigabit à la seconde, donc c'est lui qui a une fréquence décodée pour oui, gigabit par seconde, c'est la base de l'informatique. C'est le standard. Votre téléphone, il travaille à des gigabits par seconde. Oui, donc c'est une fréquence au bout de la tige qui fait le capteur, quoi. Ah mais non, mais c'est l'ordinateur lui-même. Comme un truc à attraper les mouches. Enfin. Non, le capteur, c'est l'ordinateur lui-même. L'ordinateur lui-même, les algorithmes savent tout faire. Donc quand on va prendre, par exemple, on prend le code qui arrive, le turbocode qui arrive, par exemple, on le décode. Quand on décode le turbocode qui arrive à la sortie, on a le message. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire +1 sur un compteur de messages, et hop, l'ordinateur est capable, c'est le seul instrument. Il n'y a qu'un instrument, c'est lui. C'est le convertisseur. Ça, c'est le... Oui, mais le convertisseur, bien entendu. Mais le convertisseur est un élément assez secondaire. Il permet de passer au monde analogique, mais il ne fait rien. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il soit très bon. Mais lui, il ne fait rien. Il n'a pas de valeur ajoutée. Il passe d'un monde à l'autre. Il faut qu'il n'ait pas de valeur ajoutée, d'ailleurs. Enfin non, maintenant, attention, sur les fibres optiques, en transmission, c'est peu pareil. Mais c'est l'ordinateur qui fait... Le nœud d'Internet, c'est des ordinateurs. Alors, ils n'ont pas une tronche d'ordinateur, mais c'est des ordinateurs. C'est des routeurs. Et les routeurs, ça route des milliards de bits par seconde. Et ça sait les compter. Ça sait faire des échantillons, ça sait faire des stats dessus. Ça fait des stats. Et les algorithmes de routage sont des algorithmes adaptatifs. Quand j'envoie un paquet d'ici à Nice, j'en envoie un autre une demi-seconde après, il ne va pas forcément prendre le même trajet. En fonction de la congestion du réseau, et des routeurs discutent entre eux. Sans arrêt, ils sont en train de rétablir les aiguillages entre eux, les routeurs. Il y a tout un exposé. C'est ça qui a tué le téléphone. Le téléphone prédéterminait des routes entre les centraux, et ça, c'est mort. Les routeurs, ils sont complètement probabilistes. Ils envoient des paquets, puis les paquets, ils ont une date dedans. Et quand on voit qu'ils sont trop vieux, on les tue. C'est beaucoup mieux que de les laisser vivants. De toute façon, ils sont trop vieux. Donc si c'est un film, c'est pas grave, on a perdu l'image. Si c'est quelque chose d'important, l'autre, il va le redemander. Donc tout ça, c'est des ordinateurs, donc on sait tout ce qu'on fait. Le problème qu'on a, c'est de stocker. Par exemple, si on voulait stocker tous les bits qui passent dans un routeur, on arriverait à la taille de l'univers au bout d'un moment. Donc on ne les stocke pas, donc on stocke des statistiques. Donc il y a énormément d'études de stats de proba pour faire marcher Internet. C'est très très astucieux, Internet. On peut voir que c'est une espèce de mouvement brownien super organisé, mais c'est des catalyseurs, les routeurs, quelque part. Et donc l'instrument de mesure, c'est l'ordinateur. Il n'y a rien d'autre que l'ordinateur. Dès qu'on a mis l'information sous forme 0,1, l'ordinateur sait tout faire, ce qui est possible. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. J'ai pas entendu. Phéromone numérique, j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, faut se méfier des analogies, non, c'est pas sérieux. Phéromone numérique, oui, on peut toujours donner des noms qui ont l'air de dire quelque chose, mais... Non, c'est les algorithmes qui s'expliquent, il n'y a pas de phéromones là-dedans, c'est des échanges d'informations probabilistes. Non, c'est vraiment... Je peux vous les expliquer si vous voulez, les algorithmes. Hein.
pardon. C'est entre routeurs, comment dire, ça va chercher des chemins, et c'est celui qui est le plus emprunté qui aura la probabilité d'être le plus emprunté. Pas forcément. Non, mais bon, il y a des algorithmes qui font ça. Bon, après, il y a plusieurs... c'est des algorithmes locaux. C'est des algorithmes locaux. C'est-à-dire des routeurs se passent de l'information de l'un à l'autre, locale. Ils calculent des fermetures transitives. Non, c'est pas... Oui, mais c'est comme l'histoire avec les fourmis. Au début, c'est un peu aléatoire. Puis au bout d'un moment, on voit un chemin qui se construit. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend, bien sûr. Dépend. Ça dépend des... Non, je crois qu'il vaut mieux regarder les algorithmes que de faire des métaphores. Moi, j'aime bien les métaphores, mais là-dessus, il vaut mieux regarder les algorithmes en vrai. Parce que c'est pas les systèmes biologiques et les systèmes informatiques, ça marche vraiment pas pareil. Hein. Mais vraiment pas. La biologie, c'est très différent. Je vous parlerai de neurones sur ordinateur. Vous verrez que la biologie, c'est quand même super malin. Hein. On est très jaloux, nous. Hein. Bonsoir. Quelles sont les perspectives du calcul quantique à 2, 5, 10 ans et quel est l'état de l'art aujourd'hui? Alors, le calcul quantique. D'abord, il y a deux choses. Il y a la transmission quantique et le calcul quantique. Ce sont deux choses assez différentes. Donc, le principe du calcul... prenons le premier. Le principe de la transmission quantique, c'est qu'on sait fabriquer des entanglements. Comment on appelle ça, les entanglements? J'ai oublié. Donc, deux molécules qui sont intriquées, des intrications. Et il y en a une, par exemple, qui est spin-haut et l'autre qui est spin-bas. Mais en fait, on ne sait pas. Elles ont des spins qui sont opposés. Et ce qu'on sait, c'est que quand on transmet les deux, eh bien, quand on va lire l'une, on ne sait pas quel spin on va trouver, mais on sait que quand on en lira une, l'autre aura le spin inverse. Quel que soit l'ordre dans lequel on commence. Donc c'est un truc très quantique. Il ne faut pas chercher à raisonner normalement. Ça, c'est utilisé. C'est utilisé dans des systèmes de code secret. C'est utilisé, on sait le faire maintenant sur d'assez grandes distances. Quelque chose qui avait démarré en France, avec l'expérience d'Alain Aspect en particulier, et c'est utilisé. Le calcul quantique, c'est différent. L'idée, c'est de dire, en quantique, on peut avoir un objet qui est une superposition d'états. Et quand on a un problème exponentiel, souvent, il faut explorer un nombre exponentiel d'états. Par exemple, on prend une formule booléenne, et on veut savoir si c'est vrai, on essaye toutes les valeurs de vérité. S'il y a une variable et 2 puissance n valeurs de vérité, chaque essai est trivial, on essaye tout, puis à la fin on sait. Et donc dans le quantique, alors ça ne marchera pas pour cet algorithme, mais c'est pour donner une idée, on va dire qu'on peut avoir un objet qui a simultanément la possibilité d'avoir en même temps un nombre exponentiel d'états. D'accord? Donc il peut faire ses calculs en même temps sur ce nombre exponentiel d'états. C'est ça l'idée. Et par exemple, il y a quelque chose qui est dans les codes secrets, par exemple. Le code secret RSA, qui est un des codes les plus utilisés, Rivest, Shamir, Adelman, est un code qui marche avec des nombres premiers. C'est-à-dire vous prenez deux grands nombres premiers, on sait trouver des nombres premiers, vous les multipliez, et ça c'est votre code secret essentiellement. C'est ça la clé. Et pour casser la clé, il faut factoriser ce nombre. Et il y a une conjecture mathématique, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme rapide pour factoriser ce nombre. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est comme ça. Donc le code RSA qu'il y a dans votre carte bleue repose sur une conjecture mathématique. C'est assez rigolo. Mais on sait que si on avait des machines quantiques, eh bien on pourrait faire cette factorisation en temps linéaire. Ou enfin bon, il y a plusieurs algorithmes. On pourrait, au lieu d'être exponentiel, être linéaire. Ça change tout. Ça veut dire que ce code-là serait cassé instantanément. Bon, alors c'est très joli. C'est très intéressant d'un point de vue physique, les machines quantiques. Au niveau informatique, à l'heure actuelle, on sait faire 5 bits. Parce qu'il y a un problème, c'est que plus on met de bits quantiques d'un côté des autres, plus le problème de décohérence apparaît et plus la machine risque de se casser. Et donc, je dirais que c'est un sujet extrêmement intéressant. Les gens travaillent sur les algorithmes quantiques, mais les machines quantiques, dans 2, 5, 10 ans, on ne les aura pas. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas confondre avoir envie et les avoir. Pourquoi? Parce que physiquement, là, pour le coup, c'est pas comme notre informatique en silicium qui ne résiste pas. Nous, on a une idée, on l'a fait. En physique, on a une idée et on ne la fait pas. C'est super dur à faire. Donc, objet de recherche tout à fait intéressant, qui donne des idées nouvelles, mais dans la machine de Monsieur Tout-le-Monde ou dans le lecteur MP3, on n'est pas tout à fait prêt de voir ça. Il faut quand même piéger des atomes de façon super précise. C'est de la physique, quoi. C'est plus de la physique que de l'informatique à l'heure actuelle. Mais bon, c'est intéressant, hein, les algorithmes quantiques, mais bon.
Disons que si on savait faire ça, ça ferait du dégât. Mais bon. Quelles sont les limites de l'informatique, et en particulier, par exemple, dans l'art? Est-ce que tout est calculable? Oh non, tout n'est pas calculable. Non seulement tout n'est pas calculable, mais tout n'est pas intéressant à calculer. Mais quand même, dans l'art, la chose qui nous fait vraiment différer des machines, c'est la créativité. Hein, la créativité, l'émotion. Alors on cherche à expliquer ce que c'est, mais bon, c'est pas fait. Hein. J'ai beaucoup enseigné aux petits enfants, et j'enseignais dans une école Montessori où on enseigne aux petits enfants en essayant de les réveiller. Et j'avais amené un jeu d'échecs électronique, un vieux modèle, mais qui savait jouer. Et il y avait une gamine de 7 ans qui savait très bien jouer aux échecs pour son âge, disait-elle. Moi, je joue très bien aux échecs, mais je ne comprends pas. T'as amené ta machine, elle me bat tout le temps, et en plus, ça n'a même pas l'air de lui faire plaisir. Ça, c'est une vraie notion. Alors, bien sûr que les mécanismes d'apprentissage dont je parle essayent d'encoder une certaine notion de plaisir. Mais nous, on est quand même super malins. On peut faire des choses très rigolotes en couplant informatique et art. Alors j'en cite une qui est tout à fait récente, et vous pouvez voir une conférence remarquable de quelqu'un qui s'appelle Archia Comte, qui est un chercheur de l'IRCAM, donc à Beaubourg. Et voilà ce qu'il fait. Il a commencé par fabriquer un programme qui analyse la façon dont les gens jouent. Par exemple, qui détecte les notes. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas du tout, hein, surtout en musique moderne. Non, mais pour Boulez, hein, je parle. Donc, il bosse avec Boulez. Donc, c'est pas... Même déjà au piano, une sonate de Chopin, détecter les notes, ça occupe. Hein. Donc, ce truc détecte les notes en temps réel. Et en particulier, détecte les timings de ces notes, les moments exacts où ils sont joués. Bon. Alors, pourquoi faire? Ben, déjà, ça permet de suivre la partition. C'est assez rigolo. Alors qu'évidemment, aucun musicien décent ne joue régulièrement. C'est pas régulier, la musique. Hein. C'est fondamentalement non régulier au niveau du temps. Donc, ça fabrique un temps abstrait. Ça relie le temps d'exécution au temps de la partition, qui n'ont rien à voir. La partition, ce n'est pas la musique. Hein. C'est une écriture de la musique, moins les inégalités et tout ça. Moi, ça m'intéressait beaucoup parce que je lui disais, moi, je joue un peu de la flûte baroque et j'ai des partitions du clavecin que je peux faire jouer à mon ordinateur, mais alors, il n'est pas très musical, mon ordinateur. Il cling, glong, glung, pom, bon, pas terrible. Mais il m'a dit, c'est pas grave, parce que t'as qu'à jouer et mon accompagnement va s'adapter à ton jeu. Et effectivement, moi, si je joue avec inégalité, l'accompagnement joue avec inégalité. Donc ça, c'est des mécanismes un peu d'apprentissage. C'est pas vraiment de l'apprentissage, mais c'est assez intéressant. Après, ils ont été beaucoup plus loin. À l'IRCAM, ils fabriquent des instruments synthétiques. Et ces instruments synthétiques sont de toutes sortes. Il y en a des très jolis, comme les toupies sonores. Donc ça, c'est dans l'espace. Hein. Vous avez, dans la salle de l'IRCAM, vous avez le son qui est complètement spatial. Et donc, c'est des toupies qui partent comme ça. C'est très, très agréable. C'est Pascal Manori qui fait ça en particulier, qui est un grand compositeur. Et puis, il fabrique, par exemple, des instruments virtuels dont il utilise un modèle physique. Par exemple, une guitare, on peut la modéliser physiquement très bien, un piano aussi. Et on peut faire, par exemple, je sais pas, une guitare avec une corde d'1 mètre de diamètre super tendue pour voir le son que ça fait. Et ces instruments-là, alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, on a eu un concert en décembre, donc qui est vraiment une création assez intéressante, avec toute un tas de technologies que je vous ai déjà montrées. Il y a un quatuor à cordes qui joue. Le quatuor à cordes est réglé sur le premier violon. Et il joue une musique qui est quand même assez dure, hein, pas à écouter d'ailleurs, mais à jouer. Et il joue, et donc les autres... Et puis il y a le système qui va analyser le jeu du premier violon et qui va lancer un quatuor d'instruments synthétiques qui, eux, aux événements déclenchés par le premier violon, quand ce premier violon arrive à une certaine note, va lancer un programme qui lui-même est codé avec exactement les technologies que je vous ai montrées pour faire voler les avions. Parce qu'il se trouve que faire voler les avions ou faire de la musique, scientifiquement, c'est la même chose, ce qui n'est pas totalement évident. D'accord? Donc on a des créations artistiques tout à fait intéressantes, et le concert d'ailleurs a eu une critique absolument extraordinaire dans le monde, et c'était un concert de sciences informatiques et de art musical. Mais ce n'est pas ça qui a rendu le compositeur, ce n'est pas l'informatique, hein, il était déjà avant. Hein. Mais bon, des nouvelles possibilités tout à fait étonnantes, quoi. Oui, une question de détail à propos de reconnaissance de forme et d'image. Qu'est-ce que vous mettez sous l'expression d'apprentissage bayésien? L'apprentissage bayésien, c'est pas que c'est utilisé un peu partout, ça.
C'est les calculs de probabilité a priori. Vous avez le théorème de Bayes, c'est un très ancien théorème sur les probabilités conditionnelles, d'accord? Il y a deux visions des probas. Il y en a une qui est je connais beaucoup d'événements et je vais étudier la probabilité d'un événement. Parce que j'en connais beaucoup. Je connais les lois de ces événements et je vais étudier la probabilité d'un de ces événements. Par exemple, je joue à la roulette, je connais les probas. Je sais démontrer qu'une stratégie ne marche pas. D'ailleurs, pour toutes les stratégies, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et probabilité bayésienne, c'est différent, c'est des probabilités a priori. C'est-à-dire, je vais dire a priori que ça a une chance sur 3 de marcher. Et ensuite, j'ai un autre a priori sur une autre chose. Et j'ai un autre a priori sur une autre chose. Et ce que font les réseaux bayésiens, c'est de combiner ces probabilités. Et on sait que dans notre tête, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a une démo, par exemple, dans l'exposé de Chris Bishop, où il vous donne un tas de DVD, il vous donne 100 DVD. Les textes de DVD, enfin les boîtes de DVD. Et il vous dit, sur ces films-là, dites ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc on prend la souris, on dit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et il va classer les autres. Donc il a obtenu des probabilités a priori, si on veut, et il va classer les autres en fonction des rapports qu'il peut trouver, ne serait-ce qu'en lisant les critiques ou de n'importe quoi. Il va classer les autres. Et plus vous l'entraînez en disant j'aime, j'aime pas, plus les classements deviennent vraiment intéressants. Et maintenant, par exemple, quand Amazon vous répond, tiens, je suis sûr que cet objet-là vous intéresse. Hein, il fait ça, Amazon. Vous allez sûrement aimer ce livre-là. Il y a des algorithmes comme ça là-dedans. Donc c'est d'exploiter des informations très faibles a priori, avec des lois de proba qui sont les mêmes que pour les probas a posteriori. C'est les mêmes lois, c'est les mêmes probas, sauf que l'utilisation n'est pas du tout la même. Alors ça, c'est très utilisé dans la modélisation du cerveau, etc. C'est quelque chose qui fait beaucoup de progrès, qui a assez révolutionné les apprentissages qu'on faisait avant avec du booléen, par exemple, qui ne marchait pas bien. Dans les réseaux de neurones, il y a pas mal de choses de ce type-là. Une autre question, peut-être? Dans les architectures de processeurs, actuellement, elles sont extrêmement rigides. Il y a une autre architecture qui, je crois, s'appelle le GPLA, les get array, je ne sais pas quoi. FPGA. FPGA, oui, FPGA. Qui semblerait beaucoup plus intéressante si on pouvait les maîtriser que d'avoir des architectures complètement figées. Est-ce qu'il y a un avenir pour ces composants? Alors, d'abord, les architectures ne sont pas si figées que ça. C'est pas si vrai que ça. Et on a intérêt à figer les architectures pour une raison très simple. C'est que l'essentiel, c'est pas le circuit, c'est le logiciel. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un Pentium est un Pentium? C'est qu'il sait faire tourner tous les programmes qui n'ont jamais été écrits sur la Terre pour les Pentium, y compris pour le 4004 d'origine. Donc, c'est très important, parce que ça veut dire... La chose qui est dure, c'est d'écrire des programmes. Et donc, la chose qui est importante, c'est de faire tourner les programmes. L'avantage d'un PC, c'est que les programmes tournent toujours, bien que les processeurs soient très différents à chaque fois. Donc, ce n'est pas si rigide que ça. Ce qui est rigide, c'est le code machine. Il n'est pas tellement, parce qu'on a tous les ans, on rajoute des instructions. Il y a plus de 1000 instructions dans un Pentium à l'heure actuelle. Hein. C'est comme ça. Et alors, les FPGA, c'est autre chose. Les FPGA, l'idée est la suivante. Quand on a un circuit, on a pré-câblé les portes. On dit là, il y a un et, là, il y a un ou, et puis là, il y a un fil qui va de là à là, à une échelle de milliards. Bon. Un FPGA, on a aussi une échelle de milliards, mais ce n'est pas du tout pré-câblé. On dit, je vais mettre un réseau de portes. Et ces portes, mettons 4 entrées, une sortie, n'importe. Et ces portes-là, on peut les programmer. En téléchargeant des bits une seule fois, on peut les programmer. Donc, on peut, si vous voulez, on a un grand tableau. Et dans ce tableau, on va pouvoir mettre telle fonction-là, telle fonction-là, telle fonction-là. Ce n'est pas pré-câblé. Et puis, on a tout un tas de lignes de communication entre ces portes, avec des nœuds, avec des petits standards téléphoniques, si on veut. Des trucs où on peut mettre oui, non au croisement. Et donc, on va pouvoir relier n'importe quoi à n'importe quoi. Donc, ça fait qu'on a un circuit qui peut se transformer en n'importe quel circuit. Alors, c'est tout à fait utilisé. Xilinx, qui est le roi de ça, est une boîte qui marche très très bien. C'est très utilisé, par exemple, dans les routeurs, justement.
Parce que ça va à une vitesse de hardware, mais ça se manipule comme du software. Ça peut se reprogrammer. On ne peut pas reprogrammer un circuit standard, mais ça, on peut. Ça, c'est un gros avantage. Gros inconvénient, c'est gros et cher. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Quand on le programme dans une configuration particulière, on a un rendement du transistor qui est très faible. Alors, nous, on a fait, quand j'étais avec d'autres gens, avec Jean Vuillemin en particulier, on a fait la première machine à base de FPGA. Donc, on adore ces objets. Simplement, ça a d'autres problèmes de consommation électrique, ça consomme plus, de prix, c'est cher. Il y en a qui ont des processeurs à l'intérieur. Maintenant, c'est des choses qui sont très intéressantes. Donc, il y a beaucoup de travaux sur les architectures hétérogènes avec des processeurs, des FPGA, etc. Donc, on va de plus en plus dans un monde hétérogène dans lequel les FPGA jouent un rôle important. Quand ils sont branchés sur le courant, sur pile, c'est moins vrai. Et maintenant, il peut y avoir des FPGA à l'intérieur des processeurs aussi, pour améliorer certaines fonctions. Donc c'est une technologie qui est une des bonnes technologies, mais elle ne va pas révolutionner. C'est une des bonnes choses, mais tout a des avantages et des inconvénients. L'avantage de tout figer, c'est que ça va super vite. Et ça, c'est toujours intéressant. Enfin, les FPGA, typiquement, les vitesses d'un processeur, c'est en gigahertz, et les vitesses des FPGA, c'est en mégahertz. Mais... Par exemple, nous, on avait fait des systèmes de... Je me rappelle, on avait travaillé sur la stéréovision, par exemple. Et la stéréovision, avant, on faisait ça avec des processeurs. Ça prenait... On faisait une image toutes les 12 secondes. Et avec notre petit FPGA, on en faisait 6 par seconde. Et ça, c'est pas pareil, parce qu'on passe au temps réel. Il ne faisait que ça, le FPGA. Et c'était très rigolo. Donc, c'est une technologie superbe. Ça fait utiliser, hein, mais ça ne va pas remplacer les Pentium. Ni les ARM. Une dernière question peut-être? Quelqu'un? Non, bon, bah sinon, il nous reste à vous remercier chaleureusement. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi. Merci.